Avant de commencer cette histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Si cette vidéo de Soulful Narrative vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bon visionnage à tous. Enceinte? Combien tu veux? La voix d'Ethan déchira le silence du Penthouse, telle une lame trempée dans la glace. Ses yeux gris acier qu'il avait autrefois regardés avec quelque chose qu'elle avait confondu avec de l'amour, ne reflétaient plus que du mépris. Maya resta figée près des immenses baies vitrées, les lumières de la ville se brouillant derrière elle tandis qu'elle encaissait les mots. Sa main se posa instinctivement sur son ventre encore plat, un geste à la fois protecteur et défensif. Elle avait répété cette conversation 100 fois dans sa tête au cours de la semaine passée, depuis que le test s'était révélé positif. Dans aucun de ses scénarios imaginaires ne s'était-elle préparée à ça. « Je ne te demande rien, dit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne l'était. Je suis venue te le dire parce que tu as le droit de savoir. » Ethan éclata de rire, un son dur qui la fit tressaillir. Il s'éloigna de son bureau. Son costume sur mesure captait la lumière ambiante, lui donnant l'allure d'une silhouette intouchable venue d'un autre monde. Ce qu'il était, supposa-t-elle, et avait toujours été. Le droit de savoir, répéta-t-il d'un ton moqueur. C'est la meilleure. Dis-moi, Maya, combien de temps ça t'a pris pour manigancer ça? 3 mois à jouer la petite amie douce et sincère? C'est le délai que tu avais calculé comme étant crédible? Chaque mot s'abattait sur elle comme un coup. Maya sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été fragile dès le départ. Elle avait su que leur monde était différent, lui, avec sa richesse et son pouvoir, elle, avec ses 2 boulots et ses cours du soir. Mais elle avait cru que ce qu'ils partageaient transcendait tout ça. Elle avait cru qu'il la voyait, elle. Tu penses que j'ai manigancé ça? Sa voix monta malgré ses efforts pour la contrôler. Tu penses que je t'ai piégé? Qu'est-ce que je devrais penser d'autre? Ethan se retourna pour lui faire face. Son expression était taillée dans la pierre. Tu n'es pas la première femme à tenter cette approche. Ma famille a déjà géré exactement ce genre de situation. Alors, épargne-moi la comédie et passons aux chiffres. 50 000? 100? Donne-moi ton prix et mon avocat préparera les papiers. Tu signes une renonciation à toute réclamation future et on passe tous les deux à autre chose. Maya sentit la pièce tanguer. Cet homme, cet étranger avec le visage d'Ethan, lui offrait de l'argent comme si elle était un problème à résoudre. Une transaction à boucler. L'homme qui caressait son visage dans l'obscurité en murmurant qu'elle était différente, qu'elle lui faisait croire en quelque chose de réel. Cet homme-là n'avait jamais existé. « Je ne veux pas de ton argent, dit-elle doucement. Tout le monde veut de l'argent. N'insulte pas mon intelligence en prétendant être différente. Je suis différente. Ou du moins, je le croyais. » Sa voix s'étrangla. Elle déglutit difficilement, ravalant son chagrin. « Je pensais que tu le savais. Mon père m'avait prévenu à ce sujet, dit Ethan en se servant un whisky d'une main sûre. À propos des femmes qui voient des signes dollars à la place d'une personne. Je lui avais dit que tu étais différente, moi aussi. On dirait qu'on avait tort tous les deux. Ton père ne me connaît même pas. Pas besoin. Il a vu assez de croqueuses de diamants pour reconnaître le schéma. Ethan prit une longue gorgée. Tu as bien joué ton rôle, je te l'accorde. Le coup de l'indépendante, refusant les cadeaux, insistant pour payer sa part. Une diversion classique avant le grand jeu, Maya sentit ses mains trembler et les joignit. Elle voulait hurler, lui faire voir à quel point il avait tort. Mais en voyant son visage fermé, certain, inflexible, elle réalisa la futilité de l'acte. Il avait déjà décidé qui elle était. Rien de ce qu'elle dirait ne changerait ça. J'ai besoin de m'asseoir, murmura-t-elle en se dirigeant vers le canapé en cuir. Assieds-toi, reste debout, fais ce que tu veux. La voix d'Ethan était dédaigneuse. Mais réglons ça ce soir. J'ai une réunion tôt demain, et je préférerais que ce soit géré. Géré. Comme si elle était un point sur son ordre du jour. Quelque chose à cocher et à oublier. Maya s'effondra sur le canapé, ses jambes ne la soutenant plus. Elle repensa aux 3 derniers mois. Aux conversations tardives. À la façon dont il l'avait tenue comme si elle était précieuse. À la vulnérabilité dont il avait fait preuve en parlant de la mort de sa mère. Est-ce que quoi que ce soit avait été réel?
Où avait-elle construit toute cette relation dans son imagination? Voyant de la profondeur là où il n'y avait que de la surface. Je garde le bébé, dit-elle en relevant les yeux vers lui. Ce n'est pas négociable. La mâchoire d'Ethan se contracta. Alors tu t'engages dans une bataille juridique que tu ne peux pas te permettre. Mes avocats vont enterrer sous la paperasse, les tests de paternité, les arrangements de garde, les visites supervisées. C'est vraiment ce que tu veux? Ou est-ce que tu préfères prendre l'argent, refaire ta vie ailleurs, et élever cet enfant sans les complications? Des complications? Répéta Maya, abasourdie. C'est ce que tu serais? Une complication dans la vie de ton propre enfant? Je serais un père qui ne voulait pas l'être. Crois-moi. C'est pire pour le gamin que pas de père du tout. Il reposa son verre avec un déclic sec. Prends l'argent, Maya. C'est plus que généreux. Recommence à zéro ailleurs. Donne à cet enfant une belle vie. Tout le monde est gagnant. Tout le monde sauf son bébé, qui grandirait en se demandant pourquoi son père n'avait pas voulu de lui. Tout le monde sauf elle, qui porterait cette trahison comme une cicatrice. Mais tandis que Maya regardait le visage implacable d'Ethan, elle comprit quelque chose de crucial. Cet homme la détruirait si elle restait. Il avait les ressources, les relations, la cruauté. Il ferait de sa vie un enfer, et par extension, de celle de son enfant aussi. Elle se leva lentement, sa décision se cristallisant. Tu as raison sur une chose. Ce bébé mérite mieux qu'un père qui le voit comme une complication. Quelque chose vacilla sur le visage d'Ethan, trop rapide pour qu'elle puisse l'identifier. Alors, tu vas prendre l'argent? Non. Maya se dirigea vers la porte, chaque pas exigeant un effort monumental. Je ne veux rien de toi. Ni argent, ni avocat, ni ta présence dans nos vies. Tu as été très clair. Considère ça comme ton laissez-passer. Ethan, tu es complètement tiré d'affaire. Attends. Il fit un pas en avant. Si tu ne prends pas l'argent, qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Maya se retourna, la main sur la poignée. Elle le regarda une dernière fois, mémorisant cet instant. L'instant où elle avait appris que l'amour sans respect ne valait rien, que la vulnérabilité pouvait être utilisée comme une arme, qu'elle était plus forte seule qu'avec quelqu'un qui la voyait comme l'ennemi. Je compte élever mon enfant pour qu'il ne te ressemble en rien, dit-elle calmement. Au revoir, Ethan. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse voir les larmes commencer à couler, avant que son sang-froid ne vole en éclats. La descente en ascenseur parut interminable, chaque étage lui rappelant à quel point elle était tombée bas, à quel point elle s'était trompée sur tout. Dehors, l'air nocturne lui frappa le visage, froid et vif. Maya enlaça ses bras autour d'elle-même, autour de la petite vie qui grandissait en elle, et fit une promesse, son enfant ne se sentirait jamais indésirable, ne douterait jamais de sa valeur, n'aurait jamais à se tenir dans un pantouse pendant qu'on lui offrirait de l'argent comme si son existence était un problème à résoudre. Elle s'éloigna de l'immeuble, d'Ethan, de la vie qu'elle avait imaginée. Derrière elle, 40 étages plus haut, un homme se tenait à sa fenêtre, la regardant disparaître dans la ville, sa main pressée contre la vitre, son expression indéchiffrable. Maya ne se retourna pas. Elle ne le ferait plus jamais. Au lever du soleil, son appartement était vidé. À midi, elle était dans un bus qui traversait le pays, ses économies en poche, son avenir incertain. Mais alors que la ville s'estompait dans le rétroviseur, Maya sentit quelque chose d'inattendu éclore sous son chagrin. La liberté. Féroce, terrifiante, absolue. Elle construirait une vie à partir de rien. Elle serait suffisante pour son enfant. Elle prouverait que l'amour n'avait besoin ni de richesse, ni de statut, ni d'un père qui les voyait comme une monnaie d'échange. Le bus traça sa route à travers l'aube, emportant Maya vers un avenir qu'Ethan ne verrait jamais. Chapitre 2, vie parallèle. Les mains de Maya lui faisaient mal alors qu'elle récurait le comptoir du dîner. Le troisième service de nuit l'usait comme du papier de verre sur des os épuisés. L'horloge au-dessus de la cuisine indiquait 3 heures du matin. Dans 4 heures, elle pointerait, marcherait 15 minutes jusqu'à la crèche où elle travaillait le matin, puis devrait trouver le moyen de rester éveillée pour ses cours de l'après-midi. Sa grossesse avait commencé à se voir le mois dernier. Son uniforme devenait plus serré malgré son budget serré qui l'obligeait souvent à sauter des repas. La gérante du dîner, une femme burinée nommée Clara, faisait semblant de ne pas remarquer. « Tu es sur les rotules, ma petite » dit Clara en remplissant les cafetières. « Prends ta pause. »
Maya voulait refuser. Chaque minute non travaillée était de l'argent qui lui glissait entre les doigts, mais le bas de son dos hurlait de douleur. Elle s'assit avec précaution sur le banc des employés, sa main se posant automatiquement sur son ventre gonflé. Des jumelles. L'échographiste l'avait annoncé la semaine dernière, la voix pleine de félicitations. Maya ne se sentait pas en bonne santé. Des filles. 2. Le mot résonnait dans l'esprit de Maya depuis, à parts égales de terreur et d'émerveillement. Comment pourrait-elle s'offrir tout en double? 2 berceaux. 2 sièges auto. 2 avenirs. Le calcul semblait impossible, même avec 3 boulots. Mais ensuite, elles avaient bougé sur l'écran, de minuscules battements de cœur vacillants, et Maya était tombée complètement, irrévocablement, amoureuse. Ses filles. Elle les protégerait avec tout ce qu'elle avait. Tu as des gens pour t'aider, demanda Clara en apparaissant avec un sandwich que Maya n'avait pas commandé. De la famille? Juste moi. Maya accepta la nourriture avec gratitude. Ses parents étaient décédés quand elle était jeune. Elle avait grandi en famille d'accueil, toujours seule. C'était en partie pourquoi la trahison d'Ethan était si douloureuse, elle avait cru avoir enfin trouvé quelqu'un qui resterait. Clara hocha la tête. Sans poser plus de questions. C'était comme ça avec les gens qui avaient lutté, ils se reconnaissaient entre eux, ils s'aidaient sans en faire une charité. Maya termina le sandwich et retourna au travail, comptant les minutes jusqu'à la fin de son service, jusqu'à ce qu'elle puisse s'effondrer pour 90 minutes de sommeil avant le prochain boulot. Le cycle sans fin qu'était sa vie désormais. À l'autre bout du pays, Ethan se réveilla dans le silence de son penthouse. Il avait encore rêvé de Maya. Le même rêve qui le tourmentait depuis des mois, elle s'éloignait, sa main sur la vitre, quelque chose de vital lui glissant entre les doigts. Il se réveillait toujours avant de voir son visage. Ethan sortit du lit, effectuant sa routine matinale avec une précision mécanique. Douche, costume, café, note de synthèse. Sa sœur Ava avait laissé 3 messages auxquels il n'avait pas répondu. Elle avait entendu parler de Maya, d'une manière ou d'une autre, et avait des questions auxquelles Ethan refusait de répondre. « Tu es ridicule », lui avait dit Ava la seule fois où il avait décroché. Quoi qu'il se soit passé, par lui. Tu es malheureux. Je vais bien. Tu es un très mauvais menteur. Mais il avait raccroché quand même, s'enfonçant plus profondément dans le travail, convaincu que le temps finirait par effacer Maya de son système, comme une fièvre qui tombe. Ce n'était pas le cas. Son père appelait chaque semaine, satisfait qu'Ethan ait géré la situation. Chaque conversation donnait la nausée à Ethan, sans qu'il puisse articuler pourquoi. Il avait fait ce qu'il fallait, s'était protégé de l'exploitation. Alors pourquoi se sentait-il si vide? Tu dois recommencer à voir des gens, lui dit son père lors de leur dîner hebdomadaire. La fille Henderson serait appropriée. Bonne famille, elle comprend notre monde. Je ne suis pas intéressé. C'est parce que tu es obsédé par cette femme. Celle qui a essayé de te piéger, la voix de son père se durcit. J'espère que tu as appris ta leçon sur le fait de fréquenter les mauvaises personnes. Ethan ne dit rien, remuant la nourriture dans son assiette. Maya n'avait jamais été la mauvaise personne. Elle avait été authentique, chaleureuse, réelle, d'une manière que personne dans son monde ne l'était. Mais elle était aussi tombée enceinte de façon suspecte, rapidement, était arrivée à sa porte avec la nouvelle, un timing parfait pour le lier à elle. N'est-ce pas? Le doute s'insinuait dans les moments calmes, importuns et persistants. Le visage de Maya, quand il l'avait accusée. Elle avait semblé brisée. Si elle avait monté une arnaque, n'aurait-elle pas joué la comédie différemment? Pleurer, supplier, jouer la comédie de la blessure au lieu d'être simplement blessé? Ethan écrasa cette pensée. Il ne pouvait pas se permettre l'incertitude. Il avait fait son choix. Il s'y tiendrait. Ses journées se confondaient, réunions, négociations, expansion. Les gens louaient sa concentration, son dynamisme. Personne ne voyait le vide en dessous. Pendant ce temps, le ventre de Maya s'arrondissait, son épuisement s'approfondissait. Elle avait dû quitter son travail à la crèche, incapable de suivre le rythme des tout-petits en portant des jumelles. Elle survivait désormais grâce au dîner et au ménage le week-end. Ses économies diminuaient malgré sa frugalité désespérée. Le médecin l'avait mise en garde contre le stress, contre le fait d'en faire trop. Maya hochait la tête, sans rien dire de sa réalité. Quel choix avait-elle?
Elle avait refusé l'argent d'Ethan. Elle avait fait son lit. Maintenant, elle devait s'y coucher, peu importe l'inconfort. Tu devrais te reposer davantage, insista Clara, en regardant Maya grimacer sous une contraction pendant son service. Ces bébés vont arriver en avance. Être debout toute la nuit n'aidera pas. J'ai besoin des heures. Tu as besoin d'être en vie pour ces filles. Maya savait que Clara avait raison, mais la peur la maintenait au travail. La peur des factures, de se retrouver à la rue, d'échouer avant même que ses filles n'arrivent. Elle avait échappé à un piège pour se retrouver dans un autre, celui-ci de sa propre fabrication. Pourtant, quand elle s'allongeait la nuit, sentant ses filles bouger en elle, Maya vivait des moments de pure joie. Elles étaient à elle. Personne ne pouvait les lui prendre, les rejeter, les réduire à une transaction. Zoé et Lila. Elle choisit leur nom lors d'un rare après-midi de congé. Des noms forts, des noms qui signifiaient quelque chose. Les jumelles arrivèrent avec 6 semaines d'avance, dans un tourbillon de panique et de douleur dont Maya se souvint à peine par la suite. Ce dont elle se souvenait, c'était le moment où l'on avait placé ses 2 filles sur sa poitrine. Minuscules et parfaites, leurs yeux des yeux gris, nota-t-elle avec un sursaut clignant vers elle. « Vous êtes là » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Vous êtes enfin là. » Zoé pleurait vigoureusement, annonçant sa présence au monde. Lila regardait calmement, observant tout, déjà si différente, déjà elle-même. Clara vint lui rendre visite à l'hôpital, apportant des courses que Maya ne pouvait pas s'offrir. « Tu vas t'en sortir » dit-elle simplement. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Maya voulait la croire. En tenant ses filles, en les regardant respirer, elle se sentait à la fois invincible et terrifiée. Comment allait-elle s'en sortir seule? Comment pourrait-elle suffire? Mais elle le ferait. Il le fallait. Ethan se tenait dans son bureau, fixant le vide, sentant le fantôme de quelque chose de perdu. Son père avait envoyé un assistant pour clore la situation Maya de façon permanente. Des documents légaux, s'assurant qu'il n'y aurait pas de réclamation future, pas de complications désordonnées. Tout est réglé, rapporta son père. Elle a tout signé, n'a rien pris. Fille intelligente, elle a su quand elle était battue. Ethan eut la nausée, mais ne dit rien. Réglé, géré, terminé. Sauf que rien ne semblait terminé. Tout semblait suspendu, incomplet, faux. Sa sœur Ava le coinça lors d'une réunion de famille, l'air furieux. « Je sais ce que tu as fait. Ce que papa t'a fait faire. Tu ne sais rien. Je sais que tu es malheureux. Je sais que tu as repoussé quelqu'un qui tenait vraiment à toi. Je sais que tu es trop fier pour admettre que tu as fait une erreur. Ce n'était pas une erreur. Elle était. Elle était quoi? Réelle? Humaine? Quelqu'un qui n'idolâtrait pas ton compte en banque? Ethan s'éloigna d'Ava, de la conversation, de l'accusation dans ses yeux. Il avait fait ce qu'il fallait. Il s'était protégé. Alors pourquoi est-ce que, se protéger, ressemblait tant à mourir? Lentement, Maya ramena ses filles à la maison, dans un minuscule appartement, à peine meublé mais rempli de détermination. Elle trouverait une solution, jour après jour, heure après heure. Elle construirait une vie pour Zoé et Lila. Elle avait déjà survécu à la cruauté d'Ethan. Elle survivrait à tout. Chapitre 3, la collision. Maya ajusta nerveusement son blazer, vérifiant son reflet dans le miroir des toilettes de l'hôtel. Le badge de la conférence pendait à son cou, Dr Maya, spécialiste du développement de l'enfant. Cela semblait encore irréel. Elle s'était épuisée au travail pour obtenir ce titre, suivant des cours du soir pendant que ses filles dormaient, rédigeant des mémoires pendant leurs heures d'école, survivant à la caféine et à la pure volonté. Zoé et Lila marchaient à côté d'elle maintenant, dans des tenues assorties mais de couleurs différentes. Zoé en violet foncé, Lila en vert forêt. Leur choix. Leur façon d'être identique mais distincte. « Maman, on peut voir les expos scientifiques ?» demanda Zoé, sautillant légèrement. Son énergie était débordante, héritée d'un endroit que Maya ne pouvait nommer sans penser à lui. « Après ma présentation, promit Maya. Ensuite, on explorera tout. » Lila lui serra la main, un soutien silencieux, la façon dont elle offrait toujours son réconfort. Ces filles étaient si différentes, et pourtant si unies pour protéger leur mère. Elle sentait quand elle était stressée, fatiguée, effrayée. Elles avaient grandi à l'écoute de ses difficultés,
bien que Maya ait tenté de les protéger. Le centre des congrès bourdonnait d'éducateurs, d'administrateurs, de chercheurs. L'estomac de Maya se noua. Sa présentation était mineure, à peine une note de bas de page dans le programme, mais elle s'était corps et âme investie dans cette recherche, comprendre la résilience de l'enfance, en particulier dans les foyers monoparentaux. L'expérience personnelle éclairant la recherche universitaire. Tu vas assurer, maman, murmura Zoé avec ferveur. Tu vas être génial. Maya sourit, toucha la tête de ses filles. Elles étaient ses ancres, sa raison d'être. Elle trouva la petite salle de conférence qui lui était assignée, commença à installer son matériel. Les participants arrivaient au compte-gouttes. Peut-être 20 personnes. Respectable pour une présentatrice inconnue. Maya prit une profonde inspiration et se lança dans sa recherche. La présentation se déroula mieux que prévu. Les questions étaient pertinentes et elle put y répondre avec confiance. Les gens semblaient réellement intéressés. Alors qu'elle concluait, Maya sentit une petite pointe de fierté. Elle avait fait ça. Construit ça. Était devenue quelqu'un, malgré tout ce qui jouait contre elle. Merci à tous, conclut-elle. L'étude complète sera publiée le trimestre prochain. Applaudissements, polis mais chaleureux. Maya rassembla ses affaires, accepta quelques cartes de visite, promit de rester en contact avec d'autres chercheurs. Allez, c'est l'heure de la science, annonça Zoé dès qu'elles furent libres. Le hall d'exposition principal était immense, rempli d'écrans interactifs sur l'écologie, la technologie, l'exploration spatiale. Zoé et Lila filaient entre les stands, leur excitation contagieuse. Maya suivait, reconnaissante de leur joie, de ce moment de normalité après des semaines de stress. « Maman, regarde !» appela Lila depuis un stand sur les courants marins. « On peut faire un tourbillon !» Maya s'approcha pour les rejoindre, souriant de l'enthousiasme rare de Lila. Et puis le monde s'arrêta. De l'autre côté du hall, entouré de silhouettes en costume et d'assistants affairés, se tenait Ethan. Maya eut le souffle coupé. Elle ne l'avait pas vu en personne depuis cette nuit-là. Elle avait délibérément évité les nouvelles à son sujet, bloqué son nom des recherches, effacé son existence aussi complètement qu'il avait essayé d'effacer la sienne. Mais il était là. Solide et réel. Donnant une sorte de discours sur la scène principale. Plus âgé, plus aiguisé en quelque sorte. Sa présence commandant l'attention, même à distance. « Maman ?» La voix de Zoé semblait venir de sous l'eau. « Ça va ?» Maya ne pouvait pas parler. Les souvenirs l'envahirent, son ricanement, ses accusations, l'argent offert comme une insulte. Mais aussi les moments d'avant, son rire, sa douceur, la façon dont il l'avait regardée comme si elle comptait. Ethan tourna légèrement la tête pendant son discours et le cœur de Maya s'arrêta. Elle agrippa instinctivement les mains de ses filles. « On doit partir, dit-elle, la voix tendue. « Mais on vient d'arriver. » protesta Zoé. « Maintenant. » Quelque chose dans le ton de Maya fit obéir les deux filles sans plus d'arguments. Elles se dirigèrent rapidement vers la sortie, les talons de Maya claquant avec urgence sur le sol poli. Derrière eux, sur scène, Ethan s'interrompit au milieu d'une phrase. Il avait vu quelque chose dans sa vision périphérique. Un éclair de mouvement. Le profil d'une femme qui lui envoya une décharge électrique dans la colonne vertébrale. Il balaya la foule du regard, perdit le fil de son discours, se reprit maladroitement. Là, près du fond, s'éloignant. Des cheveux sombres et bouclés, une posture élégante, quelque chose dans sa façon de bouger qui lui serra la poitrine. Deux petites silhouettes l'encadraient, lui tenant la main. Des enfants. Des filles. Ethan eut la bouche sèche. Les mots qu'il disait s'évaporèrent. Quelqu'un toussa dans le public, attendant qu'il continue. Il se força à se concentrer, termina son discours en pilote automatique, enregistrant à peine les applaudissements. À l'instant où il quitta la scène, il se dirigea vers l'endroit où il avait vu la femme aller. Disparut dans la foule comme de la fumée. « Tout va bien, monsieur ?» demanda son assistant. « Très bien », mentit Ethan, le cœur battant. « J'ai besoin de 5 minutes. » Il arpenta le hall d'exposition, cherchant, sachant que c'était impossible mais incapable de s'arrêter. Une femme avec 2 filles. Rien de plus. Une coïncidence. Son esprit lui jouait des tours. Sauf que ses enfants. Ils avaient la bonne taille.
Le bon âge. Un organisateur de la conférence attira son attention, l'entraînant vers une autre obligation. Ethan suivit machinalement, mais une partie de lui restait suspendue, cherchant. Dehors, Maya fit monter ses filles dans un taxi, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine donner l'adresse. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lila, ses yeux perspicaces voyant tout. « Rien, ma chérie. Juste fatiguée. Longue journée. » Zoé et Lila échangèrent un regard, cette communication de jumelles que Maya ne pouvait pénétrer. Elle savait qu'elle mentait, mais n'insistèrent pas. Dans le taxi, Maya renversa la tête en arrière, ferma les yeux. Revoir Ethan avait rouvert des blessures qu'elle pensait guéries. Pire, il avait été si proche de Zoé et Lila. Et s'il les avait vus? Et s'il avait reconnu quelque chose sur leur visage? Les filles lui ressemblaient. Surtout à elle. Sa peau mate, ses cheveux bouclés, sa bouche pleine. Mais leurs yeux. Ses yeux gris acier. C'était tout Ethan. Quiconque le connaissait pourrait le remarquer. « On ne revient pas demain, n'est-ce pas ?» demanda Zoé calmement. « Non, ma puce. On rentre à la maison. Mais ta conférence. Ce n'est pas grave. On rentre ?» Maya ne pouvait pas risquer une autre rencontre. Ne pouvait pas risquer qu'Ethan voie Zoé et Lila, qu'ils fassent le calcul, qu'il arrive à la conclusion évidente. Ils avaient construit une vie sans lui. Il avait fait son choix cette nuit-là dans le Penthouse. Elle ne faisait que protéger ce choix. Protéger ses filles du rejet. De retour à l'hôtel, Ethan se tenait à sa fenêtre, regardant la ville, incapable de se défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de lui glisser entre les doigts. Son téléphone sonna. Ava, qui prenait des nouvelles. Il ne répondit pas. La femme dans la foule le hantait. Ses enfants le hantaient. La façon dont elle s'était déplacée urgente, presque effrayée, faisait hurler son instinct qu'il manquait quelque chose de crucial. Mais quoi? Un fantôme de son passé? Une coïncidence? Ou quelque chose que son subconscient avait reconnu et que son esprit conscient refusait d'admettre? Ethan se servit un verre, essaya de se concentrer sur ses dossiers. Échoua complètement. Chapitre 4, l'enquête. Ethan ne pouvait pas dormir. L'image de la femme le hantait. La ligne de ses épaules. La façon protectrice dont elle avait saisi ses enfants. L'urgence de son départ. Quelque chose de primal dans son cerveau revenait sans cesse, insistant sur le fait qu'il avait vu quelque chose d'important. À l'aube, il appela son assistant. « J'ai besoin que vous m'obteniez la liste complète des participants à la conférence d'hier. Tous ceux qui se sont inscrits, en particulier les présentateurs. C'est une longue liste, monsieur. Pouvez-vous préciser? Spécialiste du développement de l'enfant. Des femmes. Quiconque présentait une recherche. » Il marqua une pause. Quelqu'un nommé Maya. Son assistant ne posa pas de questions. L'après-midi même, le fichier arriva. Ethan fit défiler les noms, les visages, des photos de badge. Rien. 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 Puis, Dr Maya, spécialiste du développement de l'enfant. Ses mains se figèrent sur le clavier. La photo était petite mais sans équivoque. Maya. Plus âgée, plus soignée, portant une tenue professionnelle et une expression confiante. Mais c'était définitivement elle. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre contre ses côtes. Il cliqua sur le résumé de sa présentation. Recherche sur la résilience chez les enfants élevés par des mères célibataires. L'ironie le frappa comme une gifle. Mère célibataire. Enfant. 2. Son esprit fit le calcul qu'il avait évité. Maya était enceinte quand elle était partie. C'était une certitude. Le calendrier signifiait que ses enfants auraient. Ethan se leva brusquement, arpentant son bureau. Non. Il lui avait offert de l'argent. Elle avait refusé. Elle était partie complètement. Si ses enfants étaient les siens, elle aurait dit quelque chose. Elle serait revenue. Elle aurait exigé une pension. À moins qu'elle ne le déteste assez pour le rayer complètement de leur vie. La pensée lui glaça le sang. Et si ces deux filles qu'il avait entrevues étaient ses filles? Et si Maya avait passé des années à élever ses enfants seuls, refusant de le contacter par pure fierté, ou douleur, ou rage justifiée? Trouvez-moi tout, dit Ethan à son assistant. Tout sur le docteur Maya.
Où elle vit, où elle travaille, où ses enfants vont à l'école. Je veux un dossier complet. Monsieur, c'est légal? Faites en sorte que ce le soit. Le dossier arriva 2 jours plus tard. Ethan le lut 3 fois, chaque lecture lui serrant un peu plus la poitrine. Maya vivait modestement. Travaillait dans un centre communautaire, enseignait à temps partiel. Les jumelles, Zoé et Lila. Aucun père mentionné sur aucun document. Fréquentait l'école publique. D'excellentes élèves, toutes les deux. Impliquées dans différentes activités, Zoé dans l'équipe de débat, Lila au club d'art. Les photos étaient rares, mais Ethan en trouva une sur le site web de l'école. Son souffle se coupa net. 2 filles, identiques à l'exception de leur sourire. Le sourire de Zoé, large et provocateur. Celui de Lila, doux et observateur. Mais leurs yeux. Ses yeux gris fixant l'objectif. C'étaient les miroirs des siens. Les mains d'Ethan tremblaient. C'étaient ses filles. Pas besoin de test de paternité. Il le savait au plus profond de lui, de la même manière qu'il avait su que c'était Maya dans la foule. Ses filles. Qui ne savait pas qu'il existait? Qui avait grandi sans lui? Qui avait été élevé par une mère qu'il avait accusée d'être une croqueuse de diamants et qu'il avait chassée de sa vie? La réalisation s'abattit sur lui par vagues. Rage. Chagrin. Perte. Encore de la rage. Comment avait-elle osé lui cacher ça? Comment avait-elle osé lui voler des années de la vie de ses enfants? Il avait des droits. Il l'avait traitée de menteuse. Lui avait offert de l'argent comme si elle était un déchet. Lui avait dit de disparaître. Ethan s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais la colère demeurait, brûlant sous la culpabilité. Elle aurait dû le lui dire. Elle aurait dû lui prouver qu'il avait tort. Elle aurait dû se battre pour leur fille au lieu de disparaître. Je veux l'emploi du temps de Maya, dit-il à son assistant. Je dois savoir où elle sera et quand. Monsieur, ça commence à contentez-vous de le faire. Maya le sentit avant de savoir ce que c'était. Ce picotement de conscience. Le sentiment d'être observé. Elle avait développé cet instinct pendant ses années les plus difficiles, une façon de sentir le danger. Quelque chose arrivait. Elle le sentait dans ses os. Elle alla chercher Zoé et Lila à l'école avec une vigilance accrue, vérifiant la rue à la recherche de voitures inconnues. Rien d'évident. Mais le sentiment persistait. Maman, tu es bizarre, observa Zoé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie. Tu dis toujours ça quand quelque chose ne va pas, ajouta Lila doucement. Maya détestait que ses filles aient appris à lire son anxiété. Elle essayait si fort de les protéger, de leur donner de la stabilité. Mais les enfants remarquent tout. Cette nuit-là, elle vérifia les serrures 3 fois. Ferma les rideaux qu'elle laissait habituellement ouverts. Zoé et Lila faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine pendant que Maya préparait le dîner, les mains tremblantes. « Tu as vu quelqu'un d'avant » demanda soudainement Lila. « À la conférence ?» Le couteau de Maya s'immobilisa contre la planche à découper. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que tu es différente depuis qu'on est rentré. » Effrayée. Trop perspicace. Sa fille silencieuse voyait tout. « Je n'ai pas peur » mentit Maya. Juste fatiguée. Mais quand elle les borda, elle les serra toutes les deux plus longtemps que d'habitude, respirant l'odeur de leur shampoing, mémorisant leur chaleur. « On t'aime, maman » dit Zoé. « Quoi qu'il y ait, on te soutient. » Les larmes brûlèrent les yeux de Maya. « Je vous aime plus que tout au monde. »« On sait » murmura Lila. « On l'a toujours su. » Après qu'elle se soit endormie, Maya resta assise dans le salon obscur, son téléphone à la main. Elle se dit qu'elle devrait fuir. Refaire ses valises, déménager à nouveau. Disparaître avant qu'Ethan ne les trouve. Elle l'avait fait une fois. Elle pouvait le refaire. Mais Zoé et Lila avaient des amis ici. Une stabilité. Un foyer. Fuir les traumatiserait, leur ferait sentir qu'elle n'était pas en sécurité. Et pourquoi? Ethan avait été clair sur ses sentiments. Il ne voudrait pas de fille qu'il n'avait jamais reconnue. Sauf que ce regard dans la foule, bref mais sans équivoque, avait contenu de la reconnaissance. Et s'il les avait vus? Et s'il était déjà en train de chercher?
Le téléphone de Maya vibra. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle le fixa, paralysée, puis le laissa aller à la messagerie vocale. Le message était bref. Maya. Il faut qu'on parle. Je sais pour Zoé et Lila. Retrouve-moi demain au café de Maple Street. Midi vient seul. La voix d'Ethan. Inimitable. Les mains de Maya devinrent insensibles. Il savait. Il les avait trouvés. Les murs qu'elle avait construits pendant des années s'effondrèrent en quelques secondes. Elle voulait hurler, pleurer, enrager contre l'univers pour cette cruauté. Mais elle resta assise, figée, écoutant le message en boucle, sachant que demain, tout changerait. Dans son pantouse, Ethan fixait son téléphone, attendant une réponse qui ne venait pas. Il lui avait donné une porte de sortie, un lieu public, un terrain neutre. Une conversation plutôt qu'une confrontation. Mais le silence était de mauvais augure. Ava apparut dans l'embrasure de sa porte, sans s'annoncer, lisant instantanément son expression. Tu l'as trouvée. Elle a mes enfants. Ah, ô présentance. Mes filles. Je ne les ai jamais rencontrées. Oh, Ethan. Ava s'approcha. Qu'est-ce que tu vas faire? Récupérer ce qui est à moi. Les mots sortirent durs, possessifs. Elle m'a privé de mes filles. Ça n'arrivera plus. Peut-être qu'elle avait ses raisons. Quelle raison justifie de voler mes enfants? Ava le regarda tristement. Quelle raison justifiait de la traiter de menteuse et de la mettre à la porte? Ethan se détourna, incapable d'affronter le regard de sa sœur. C'est différent. L'est-ce vraiment? Mais l'esprit d'Ethan était déjà en marche. Avocat. Arrangement de garde. Horaire de visite. Il avait été privé de ses filles pendant des années. Cela prenait fin maintenant. Ce qu'il ne pouvait admettre, même à lui-même, c'était la terreur sous la colère. Et si Zoé et Lila le détestaient? Et si elles avaient été élevées pour le voir comme le méchant? Et s'il les avait perdues avant même de savoir qu'elles existaient? Le lendemain, Maya devrait lui faire face. Devoir expliquer, se défendre, protéger. Mais ce soir-là, elle veillait dans l'obscurité, se préparant à une guerre qu'elle avait espéré ne jamais avoir à mener. Chapitre 5, la guerre. Maya arriva au café avec 15 minutes d'avance, choisissant une table avec une vue dégagée sur les deux sorties. Vieilles habitudes des temps difficiles, toujours connaître ses issues de secours. Elle avait laissé Zoé et Lila avec Clara, qui n'avait posé aucune question, s'était contentée de serrer les filles dans ses bras et de promettre des films et des snacks. Les mains de Maya avaient tremblé en les embrassant, se demandant quelle version de leur vie elle retrouverait à leur retour. Ethan entra à midi pile. Sa présence attirait l'attention malgré ses vêtements décontractés. Il repéra Maya immédiatement. Son expression était indéchiffrable. Il s'assit en face d'elle sans préambule. Elles sont à moi. Ce n'était pas une question. Maya soutint son regard. Oui. Depuis combien de temps? Depuis la nuit où je t'ai dit que j'étais enceinte. Quand tu m'as offert de l'argent et m'as dit de disparaître. Sa voix restait calme malgré l'acide dans ses mots. La mâchoire d'Ethan se contracta. Tu aurais dû insister. Le prouver. Je n'aurais pas dû avoir à prouver que je ne mentais pas. Tu aurais dû me croire. Les gens mentent tout le temps à ce sujet. Pas moi. Maya se pencha en avant. Je suis venu à toi avec la vérité. Tu m'as offert ton mépris. Alors je suis parti, en emmenant mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants, Maya. Ce sont les miens. Je les ai portés. J'ai accouché seul. Je les ai nourris, habillés, élevés pendant des années pendant que tu vivais ta vie en prétendant que nous n'existions pas. Parce que tu as fait ce choix. Tu aurais pu. J'aurais pu quoi? La voix de Maya monta légèrement avant qu'elle ne se reprenne. Revenir en rampant? Te laisser nous traiter comme un problème à gérer? Laisser mes filles grandir en sachant que leur père les voyait comme un piège? Ethan tressaillit. Ce n'est pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Les mains de Maya étaient stables maintenant, sa résolution se durcissant. Tu as été très clair. Alors j'ai fait ce que tu suggérais. J'ai disparu. J'ai élevé mes filles sans complications. Nos filles. Non. Les miennes. Maya se leva.
Tu voulais que je disparaisse. J'ai disparu. Laisse-nous tranquilles. Je ne peux pas faire ça. Ethan se leva aussi, sa voix s'abaissant. Elles sont de mon sang. J'ai des droits. Tu n'as rien du tout. Tu as renoncé à tes droits quand tu m'as traité de croqueuse de diamants et que tu m'as montré la porte. Il n'y a eu aucun document légal. Je me fiche des documents légaux. Maya attrapa son sac. Tu n'es pas prêt à être leur père. Tu es en colère, possessif, tu les traites comme une propriété. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Ce n'est pas à toi de décider ce que je ressens. C'est à moi de décider ce à quoi elles sont exposées. Et je ne te laisserai pas leur faire du mal comme tu m'en as fait. Maya se dirigea vers la porte. Ethan la suivit, sa frustration palpable. Ce n'est pas fini, dit-il. Si, ça l'est. Je t'emmènerai au tribunal. J'obtiendrai des droits de garde. Maya se retourna, son expression féroce. Tu feras quoi? Traumatiser deux petites filles qui ne savent même pas que tu existes? T'imposer dans leur vie parce que ton ego est blessé? Ce sont des enfants, Ethan. Pas des pions dans le jeu auquel tu joues avec toi-même. Je suis leur père. La biologie ne fait pas de toi un père. C'est la présence qui compte. Et tu n'as pas été là. Les mots atterrirent comme des coups physiques. Ethan resta figé pendant que Maya sortait, disparaissait dans la rue, le laissant planté dans le café, vidé. Son téléphone était déjà dans sa main avant qu'il n'y ait réfléchi, appelant son avocat. J'ai besoin que vous déposiez une demande de test de paternité et de droit de garde immédiatement. Monsieur, peut-être devrions-nous discuter. Maintenant. Les papiers officiels arrivèrent à l'appartement de Maya 3 jours plus tard, livrés par un coursier qu'elle avait regardé s'approcher avec effroi. Demande de test de paternité. Requête pour l'organisation de la garde. Exigence d'accès. Maya lut chaque page avec une fureur froide croissante. Il le faisait. Il le faisait vraiment. Elle appela la seule avocate qu'elle pouvait se permettre, une femme fatiguée qui prenait des cas comme celui de Maya à des tarifs dégressifs. C'est agressif, dit l'avocate en scannant les documents. Il demande la garde partagée immédiatement après la confirmation de paternité. Il ne les connaît même pas. Le tribunal considérera la biologie comme pertinente. Surtout s'il peut prouver. Prouver quoi? Que je les lui ai cachés? La voix de Maya se brisa légèrement. Il ne voulait pas d'elle. Il m'a dit de disparaître. Pouvez-vous le prouver? Maya n'avait pas d'enregistrement, pas de témoin. Aucune preuve, sauf sa parole contre la sienne. Et Ethan avait des ressources qu'elle ne pouvait égaler, des avocats, des relations, la crédibilité que l'argent achetait. Nous devrons nous préparer pour le test de paternité, continua son avocate. C'est ordonné par le tribunal, donc le refus n'est pas une option. Après ça, nous combattrons l'arrangement de garde. Comment j'explique ça à Zoé et Lila? L'avocate regarda Maya avec sympathie. Très prudemment. Cette nuit-là, Maya assit ses filles dans leur petit salon. Elles sentirent immédiatement la gravité de la situation, se plaçant de chaque côté d'elle sur le canapé. Je dois vous dire quelque chose à propos de votre père, commença Maya, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Zoé et Lila devinrent très immobiles. Elles avaient posé des questions sur leur père de temps en temps au fil des ans, acceptant les explications vagues de Maya selon lesquelles il ne faisait pas partie de leur vie, que c'était compliqué. Il s'appelle Ethan. Je l'ai connu avant votre naissance. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il n'a pas cru que les bébés étaient de lui. Il m'a demandé de partir. Alors je l'ai fait. Il ne voulait pas de nous, la voix de Zoé était faible, ce qui ne lui ressemblait pas. Le cœur de Maya se fendit. Il ne vous connaissait pas. Il ne savait pas qui vous deviendriez. Je pense qu'il a eu peur et qu'il a fait un mauvais choix. Pourquoi tu nous le dis maintenant? Demanda Lila calmement. Ses yeux perspicaces voyant la vérité que Maya tentait de contourner. Parce qu'il nous a trouvés. Et il veut vous rencontrer. Silence. Puis Zoé, non. Ma chérie. Il nous a jetés. Pourquoi on devrait le rencontrer maintenant? Maya n'avait pas de bonne réponse. Lila ne dit rien, traitant l'information intérieurement, comme elle le faisait toujours. Il va y avoir un test, expliqua Maya, pour prouver qu'il est votre père biologique.
Ensuite, le tribunal décidera s'il peut passer du temps avec vous. Et si on ne veut pas? Le visage de Zoé était féroce, protecteur envers sa mère. Je me battrai pour ce que vous voulez. Mais la loi pourrait ne pas s'en soucier. Cette nuit-là, Maya entendit Zoé pleurer dans la chambre qu'elle partageait avec Lila. Elle entendit Lila la réconforter doucement. Ce son la détruisit. C'était ce que le retour d'Ethan avait apporté, de la douleur pour ses filles. De l'incertitude dans leur monde stable. Des questions sur leur valeur et sur le fait de savoir si leur père les avait jamais voulu. Le test de paternité eut lieu dans une clinique stérile. Ils étaient tous mal à l'aise et en colère. Ethan arriva séparément, fixa Zoé et Lila comme si elles étaient des énigmes à résoudre. Les filles soutinrent son regard avec le silence fier de Maya, ne lui donnant rien. Les résultats arrivèrent en quelques jours. 99,9% de probabilité de paternité. Ethan était légalement confirmé comme leur père. L'audience pour la garde fut fixée. L'avocate de Maya la prépara au combat, témoin de moralité, preuve d'un environnement familial stable, documentation de chaque sacrifice qu'elle avait fait. Les avocats d'Ethan étaient des requins, déposant requête sur requête, demandant des évaluations psychologiques, remettant en question la compétence de Maya en tant que parent. Il essaie de vous épuiser, dit l'avocate de Maya. De vous fatiguer au point que vous n'ayez plus la force de vous battre. Mais Maya avait survécu à pire qu'une guerre juridique. Elle avait survécu à la pauvreté, à la solitude, à un accouchement sans soutien. L'argent d'Ethan ne pouvait pas atteindre son noyau dur. Pourtant, la peur demeurait. Et si le tribunal se rangeait de son côté? Et si la biologie l'emportait sur tout le reste? Et si elle perdait Zoé et Lila au profit d'un homme qui les voyait comme des possessions? La nuit, Maya serrait ses filles contre elle, leur promettant que tout irait bien, y croyant de moins en moins à chaque fois. La décision du juge tomba comme un coup de marteau. Droit de visite supervisé pour Ethan, en attente d'évaluation. 2 heures par semaine, dans un lieu neutre, avec une superviseure désignée par le tribunal. Maya voulait hurler. Ethan semblait avoir obtenu justice. Mais Zoé et Lila semblaient terrifiées. Et c'était tout ce qui comptait. On va surmonter ça, leur murmura Maya à l'extérieur du palais de justice. Ensemble. Comme toujours. Ethan les regarda s'éloigner, sa victoire ayant un goût amer. Il avait gagné des droits légaux sur ses filles. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir perdu quelque chose de crucial? Derrière lui, Ava apparut, secouant la tête. Tu t'y prends complètement mal. Je fais ce que je dois faire. Tu t'imposes à des enfants qui ne veulent pas de toi. Ce n'est pas de la paternité. C'est de la tyrannie. Ethan se détourna de sa sœur, de la vérité dans ses paroles, de la certitude croissante qu'il avait déclenché quelque chose de terrible qu'il ne savait pas comment arrêter. Chapitre 6, proximité non désirée. Le centre de visite supervisé sentait le produit de nettoyage industriel et le café réchauffé. Maya était assise dans la salle d'attente avec Zoé et Lila, leurs petites mains agrippant les siennes avec divers degrés de tension. La mâchoire de Zoé était serrée en signe de défi obstiné. Lila fixait ses chaussures, renfermée comme elle le devenait lorsqu'elle était submergée. Souvenez-vous de ce qu'on a dit doucement Maya. Vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne le voulez pas. Vous n'êtes pas obligé de lui faire un câlin ou de le toucher. Contentez-vous d'être là. 2 heures, puis on rentre à la maison. C'est stupide, marmonna Zoé. Pourquoi on doit rencontrer quelqu'un qui ne voulait pas de nous? Maya n'avait pas de réponse qui ne sonnerait pas comme si elle défendait Ethan, ce qu'elle refusait de faire. La vérité était désordonnée, douloureuse, et totalement inappropriée pour des enfants. La superviseure, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et tenant un presse-papier, apparut dans l'embrasure de la porte. C'est prêt. Maya serra la main de ses 2 filles. Je serai juste là, pendant tout ce temps. Vous n'êtes pas seul. Elle les regarda s'éloigner dans le couloir. Zoé, les épaules carrées comme si elle partait au combat. Lila, presque invisible à côté de sa sœur. La poitrine de Maya lui faisait mal. À travers la vitre d'observation un miroir sans teint, les filles ne pouvaient pas la voir, mais Maya, elle, le pouvait. Elle regarda Ethan se lever lorsque Zoé et Lila entrèrent dans la pièce. Il avait clairement essayé de s'habiller de façon décontractée, mais tout en lui criait la richesse et le contrôle. Il tenta un sourire qui sortit mal, trop forcé. Bonjour, dit-il. Je suis
Je suis votre père. Ethan. Zoé croisa les bras. On sait qui tu es. Lila ne dit rien. L'étudiant de ses yeux gris déconcertants qui reflétaient les siens. Ethan chercha de l'aide du côté de la superviseure. Elle n'en offrit aucune, se contentant de désigner les chaises et les tables installées pour leur visite. J'ai apporté des choses, dit Ethan en sortant des paquets cadeaux. Je ne savais pas trop ce qui vous ferait plaisir, alors. On ne veut pas de tes cadeaux, l'interrompit Zoé. Maman a dit qu'on devait être là, alors on est là. Mais on ne veut rien qui vienne de toi. Les mains d'Ethan se figèrent sur les boîtes. Maya vit quelque chose passer sur son visage, de la douleur, peut-être, ou de l'orgueil blessé. Je comprends que vous soyez en colère. On n'est pas en colère. On s'en fiche trop pour être en colère. La voix de Zoé était froide, adulte, dévastatrice. Lila prit enfin la parole, sa voix basse mais claire. Pourquoi tu fais ça? Ethan la regarda, semblant surpris par sa franchise. Parce que vous êtes mes filles. Je veux vous connaître. Tu ne voulais pas avant. Je ne savais pas que vous existiez avant. Si, tu le savais, corrigea doucement Lila. Maman te l'a dit. Tu ne l'as pas cru. C'est différent de ne pas savoir. Maya eut le souffle coupé. Sa douce fille, disant la vérité comme une lame de couteau. Ethan ne trouva rien à répondre. Le silence s'étira, inconfortable et pesant. On peut faire quelque chose, demanda Zoé à la superviseure. Rester assis là à se regarder, c'est bizarre. La superviseure suggéra des jeux de société. Ils jouèrent pendant 1 heure dans une gêne pénible. Ethan en faisait trop, Zoé ne donnait rien, et Lila observait tout avec ses yeux analytiques. Il posait des questions auxquelles elle répondait par monosyllabes. En quelle classe était-elle? Quelle matière aimait-elle? Jouait-elle d'un instrument? Chaque réponse semblait arrachée, donnée à contre-cœur. Votre mère, dit finalement Ethan. Elle a fait du bon travail avec vous. Vous êtes de toute évidence intelligente et... Ne parle pas de notre mère, le coupa sèchement Zoé. Tu n'as pas le droit de la juger. Tu n'as pas le droit de parler d'elle, point final. Je ne la jugeais pas, tu l'as jugée avant même qu'on naisse, en disant qu'elle mentait. C'est la seule chose qu'on a besoin de savoir sur toi. Ethan parut atterré. Derrière la vitre, Maya ressentit un mélange confus de satisfaction et d'inconfort. Elle voulait qu'il souffre comme elle avait souffert, voulait que ses filles la défendent. Mais le voir si maladroit avec des enfants qui le détestaient avait quelque chose d'étrange et de triste. Les 2 heures prirent fin. Zoé et Lila se précipitèrent vers la porte à l'instant où la superviseure annonça que c'était terminé. Maya les rejoignit dans le couloir et les serra contre elle. « Ça va? » C'était horrible, dit Zoé, le visage enfoui dans son épaule. On est obligé de recommencer? Oui, ma chérie. Pendant un temps. Lila regarda en arrière vers la salle de visite. Il est triste. C'est pas ton problème, dit Zoé avec férocité. Mais Maya vit quelque chose dans l'expression de Lila. Sa fille empathique, luttant avec la douleur de quelqu'un qu'elle était censée détester. Cela l'inquiéta. Ethan sortit quelques instants plus tard et les vit dans le couloir. Il avait l'air anéanti. Merci de les avoir amenés, dit-il à Maya. Elle ne répondit rien, se contentant de guider ses filles vers la sortie. Même heure la semaine prochaine, lança-t-il derrière elle. Maya ne répondit pas. Zoé émit un grognement de dégoût. Lila jeta un unique regard en arrière. Indéchiffrable. Sur le parking, Maya les attacha dans sa vieille voiture, celle qui peinait à démarrer certains matins, celle qu'elle maintenait en état de marche à force de prière et de connaissances en mécanique acquises par nécessité. Je déteste ça, dit Zoé depuis la banquette arrière. Il essaie de nous acheter avec ses cadeaux stupides et ses faux sourires. Comme si on était si facile. Personne ne pense que vous êtes facile, dit Maya, démarrant la voiture à la 3e tentative. Il se sent seul, observa doucement Lila. Et alors? C'est de sa faute. C'est lui qui s'est retrouvé seul. Maya croisa le regard de Lila dans le rétroviseur. Sa fille la plus silencieuse était en train d'assimiler quelque chose que les autres ne voyaient pas. Cela rendit Maya nerveuse. Le soir même, Ava, la sœur d'Ethan, débarqua à l'appartement de Maya sans prévenir. Maya ouvrit la porte et découvrit une femme qui ressemblait à Ethan, mais en plus doux, l'expression pleine d'excuses.
Je sais que je ne devrais pas être là, dit Ava immédiatement. Mais je voulais vous rencontrer vraiment. Et m'excuser pour mon frère. C'est qui? Cria Zoé de l'intérieur. Ta tante. Apparemment, dit sèchement Maya, barrant toujours le passage. Le visage d'Ava s'illumina. Elles sont là? Je peux les voir? Je vous promets, je ne suis pas comme Ethan. Je ne suis pas là pour menacer ou intimider. Je veux juste connaître mes nièces. Quelque chose dans sa sincérité poussa Maya à s'écarter. Contre son instinct, elle laissa entrer Ava. Zoé et Lila apparurent dans le salon, curieuses et sur leur garde. Les yeux d'Ava s'emplirent de larmes en les voyant. Vous lui ressemblez tellement, murmura-t-elle. Mais vous avez la grâce de votre mère. T'es venu pour qu'on l'aime bien, demanda Zoé, méfiante. Non. Je suis ici parce que vous êtes ma famille et que vous m'avez manqué sans même que je sache que vous me manquiez. Ava s'assit par terre, pour se faire moins menaçante. Je suis ici parce que mon frère est un idiot qui a fait beaucoup de mal à votre mère, et je veux que vous sachiez qu'on n'est pas tous comme ça. Lila s'approcha, étudiant Ava comme elle avait étudié Ethan. Tu es différente de lui. J'essaie de l'être. Elles parlèrent pendant 1 heure. Ava posait des questions douces, partageait des anecdotes sur Ethan enfant qui l'humanisait un peu, faisant rire Zoé et Lila malgré elle. Maya observait, lasse, mais Ava était authentique, d'une manière qu'Ethan n'était pas. Elle n'en faisait pas trop, n'apportait pas de cadeaux, ne faisait pas de promesses. Elle était juste là, présente. Je peux revenir, demanda Ava avant de partir. Pas pour Ethan. Pour nous. Pour elle. Maya hésita, puis hocha la tête. Elle ne serait pas contre un peu plus de famille qui s'intéresse vraiment à elle. La pique atteignit sa cible, mais doucement. Ava grimaça, mais l'accepta. Il tient à elle, il ne sait juste pas comment le montrer. Notre père lui a appris à voir des menaces partout. Ce n'est pas mon problème. Non, c'est le sien. Ava serra la main de Maya. Mais ces filles méritent mieux que de voir leurs parents se détester. Peut-être que je peux aider. Après le départ d'Ava, Zoé dit, elle est gentille. Pourquoi il n'est pas comme elle? Maya n'avait pas de réponse. Les gens étaient compliqués. Ethan était compliqué. Mais cela n'excusait pas la cruauté. Les visites hebdomadaires continuèrent, chacune légèrement moins horrible que la précédente. Ethan arrêta d'apporter des cadeaux extravagants et commença à poser de meilleures questions. Zoé restait hostile, mais avec moins de venin. Lila commença à répondre par plus d'un mot. Un progrès, peut-être, ou juste de la résignation. Ethan apprit leurs couleurs préférées, leurs différentes personnalités, leurs talents, l'intelligence féroce et la nature protectrice de Zoé, l'observation tranquille et l'âme d'artiste de Lila. Il voyait Maya en elle, et quelque chose de lui-même. Une combinaison qui lui serrait la poitrine. Mais elle le regardait toujours comme un étranger. Parce qu'il l'était. Lors d'une visite, Lila lui demanda abruptement « Est-ce que tu nous aimes ?» Ethan se figea. La question était à la fois impossible et nécessaire. « Je veux vous aimer. » J'essaie. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Et la douce honnêteté de Lila lui fit réaliser l'ampleur du travail qui l'attendait. Après cette séance, Ethan aborda Maya sur le parking. On peut parler? Vraiment parler? On n'a rien à se dire. Je pense que si. Il désigna un café de l'autre côté de la rue. 30 minutes. Sans avocat, sans colère. Juste 2 parents qui essaient de trouver une solution. Maya voulut refuser, mais elle vit sur son visage un épuisement qui faisait écho au sien et, peut-être, juste peut-être, l'ébauche de quelque chose comme de la compréhension. 30 minutes, accepta-t-elle. Ensuite, je ramène mes filles à la maison. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, un café entre eux, des années de douleur et de ressentiment emplissant le silence. Je suis désolé, dit enfin Ethan. Pour ce que j'ai dit ce soir-là. Pour ne pas t'avoir cru. Pour tout ce qui a suivi. Maya remua son café machinalement. Tes excuses ne changent rien. Je sais. Mais j'ai besoin que tu l'entendes quand même. Pourquoi? Pour que tu te sentes mieux. Pour alléger ta culpabilité? Non. Parce que je comprends ce que j'ai fait. Ethan se pencha en avant.
Mon père m'a élevé pour voir la manipulation partout, pour ne faire confiance à personne qui s'approchait. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, tout ce que j'entendais, c'était sa voix me mettant en garde contre les pièges et les combines. J'ai été cruel parce que j'étais terrifié. Ta peur n'excuse pas la cruauté. Non, elle ne l'excuse pas. Mais peut-être qu'elle l'explique. La voix d'Ethan baissa. J'ai tout manqué, Maya. Leur premier mot, leur premier pas, leur première rentrée des classes. Je ne peux pas rattraper ça. Mais je veux les connaître maintenant. Vraiment les connaître. Elles n'ont pas confiance en toi. Je ne mérite pas leur confiance. Mais je la gagnerai. Peu importe le temps que ça prendra. Maya étudia son visage, y cherchant des mensonges mais ne trouvant qu'une vérité lasse. Il semblait plus âgé, usé par le poids de ses erreurs. Ce ne sont pas des possessions, dit-elle. Tu ne peux pas simplement les réclamer parce que la biologie le dit. Ce sont des personnes, avec des sentiments, des souvenirs et des cicatrices. Je suis en train de l'apprendre. Vraiment? Parce que t'imposer dans leur vie par des ordonnances du tribunal, ça ne ressemble pas à de l'apprentissage. Ça ressemble à du contrôle. Ethan tressaillit. Tu as raison. J'ai mal géré ça depuis le début. J'étais en colère, et blessé. Toi, tu étais blessé? La voix de Maya monta d'un cran. Pas comme toi. Pas même de loin. Mais oui, découvrir que j'avais des filles dont j'ignorais l'existence, que tu avais construit une vie sans moi. Ça m'a fait mal. Il leva la main avant qu'elle ne puisse l'interrompre. Je ne compare pas nos souffrances. La tienne est incommensurablement plus grande. J'essaie juste d'être honnête sur ce que j'ai ressenti. Maya voulait rester en colère, s'accrocher à sa rage comme à une armure. Mais en regardant le visage d'Ethan, elle vit quelque chose d'inattendu. Un remords sincère. Pas assez pour pardonner, peut-être jamais assez, mais réel. Qu'est-ce que tu attends de nous, demanda-t-elle enfin. Je veux être leur père. Pas parce que j'en ai le droit ou parce qu'un tribunal le dit. Mais parce que je veux qu'elle sache que je suis là. Que je ne repartirai pas, les mots sont faciles. Zoé et Lila ont besoin de preuves. Alors je leur donnerai des preuves. Chaque semaine, chaque visite, chaque instant qu'elles m'accorderont. Je leur montrerai que je ne bougerai pas. Maya termina son café et se leva pour partir. Elles te testent. Chaque fois que tu te présentes, elles attendent que tu abandonnes. Que tu prouves que tu es exactement celui qu'elles croient que tu es. Je n'abandonnerai pas, on verra. Maya sortit, laissant Ethan avec ses promesses et son doute à elle. Mais quelque chose avait changé. C'était à peine perceptible, fragile comme un fil de soie. Pas du pardon, ni de la confiance. Juste la plus infime fissure dans le mur entre eux. C'était peut-être assez pour commencer. Ou peut-être était-ce juste une autre déception en attente. Seul le temps le dirait. Chapitre 7. Fêlure dans l'armure pour la 6e visite, Ethan arriva avec du matériel de peinture plutôt que des jouets. Il avait entendu Lila mentionner qu'elle aimait l'art, alors il avait fait des recherches sur des projets de peinture adaptés aux enfants, acheté du bon matériel, en espérant que ce serait quelque chose qu'ils pourraient faire ensemble. Zoé lorgna le matériel avec méfiance. C'est quoi, ça? J'ai pensé qu'on pourrait peindre. Si vous voulez. Ou on peut faire autre chose. Lila s'approcha lentement de la table, ses doigts effleurant les pinceaux. Ils sont bien. J'ai demandé à quelqu'un au magasin d'art ce qui serait bien pour votre niveau. Elle m'a recommandé cela. Tu as demandé à quelqu'un. À propos de nous? La surprise de Lila était évidente. J'ai demandé à beaucoup de gens à votre sujet. J'essaie d'apprendre qui vous êtes. Zoé semblait toujours sceptique, mais Lila avait déjà ouvert les tubes de peinture. Son âme d'artiste ne pouvait résister. Ils passèrent la séance à peindre. Maladroitement au début, puis plus facilement, le travail créatif les distrayant de l'interaction forcée. Ethan découvrit qu'il était nul en peinture. Zoé trouva cela hilarant. Ce fut son premier rire sincère en sa présence. Même Lila sourit, lui montrant des techniques pour mélanger les couleurs. T'es vraiment mauvais à ça, dit Zoé, sans méchanceté. Je suis très mauvais à ça, reconnut Ethan. Qu'est-ce que je suis censé peindre, au juste? Ça ressemble à une tache triste, observa Lila. C'est censé être un coucher de soleil.
Les deux filles éclatèrent de rire ensemble, se moquant de lui. Un moment d'humour partagé qui sembla monumental. À la fin de la séance, Lila demanda si elle pouvait emporter sa peinture chez elle. Ethan l'aida à l'emballer soigneusement. La semaine prochaine, dit Zoé à contre-cœur, on pourrait peut-être faire un truc que j'aime, moi. Le cœur d'Ethan faillit s'arrêter. Si tu veux. Qu'est-ce que tu aimes? Les puzzles. Les problèmes de logique. Des trucs qui sont vraiment difficiles. Je peux faire du difficile. On verra, dit Zoé. Mais il y avait moins d'hostilité dans sa voix. Maya remarqua immédiatement le changement lorsqu'elle vint les chercher. Zoé bavardait à propos de la séance de peinture, critiquant la technique épouvantable d'Ethan. Lila portait son œuvre d'art comme un trésor. Il s'est passé quelque chose, demanda prudemment Maya. Il n'a pas été complètement horrible, admit Zoé. Je ne l'aime toujours pas. Mais il a essayé. Ce soir-là, Lila accrocha sa peinture sur le mur de leur chambre commune. Maya la contempla. C'était un coucher de soleil. Réussi et joli. Sa fille avait créé quelque chose pendant le temps passé avec son père. La complexité de cette réalité donnait à Maya la migraine. La visite suivante, Ethan apporta des casse-têtes logiques, comme promis. Zoé s'illumina, plongeant dedans avec une concentration féroce. Ethan peinait à suivre son esprit vif, et elle prenait un plaisir évident à être plus intelligente que lui. T'es pas bon à ça non plus, dit Zoé, alors qu'il travaillait sur un problème particulièrement complexe. Ta mère a toujours dit que j'étais têtu, pas intelligent. Zoé leva brusquement les yeux. Maman parlait de toi. Ethan réalisa son erreur. Je veux dire. Elle n'a jamais parlé de toi, jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle disait vraiment? La question resta en suspens. Ethan pouvait mentir, dévier, ou offrir la vérité. Elle disait que j'étais quelqu'un d'incapable de voir au-delà de mes propres blessures pour reconnaître ce qui était réel. Il ajouta, elle avait raison. Zoé le dévisagea avec ses yeux déconcertants. Ouais. Elle a souvent raison. Ils retournèrent au puzzle. Mais quelque chose avait encore changé. Zoé le voyait comme un être humain, imparfait, méritant peut-être une autre chance. Au fil des semaines suivantes, Ethan a pris leur rythme. Zoé avait besoin de défis intellectuels et respectait la franchise. Lila avait besoin d'espace et appréciait la douceur. Les deux avaient besoin de constance plus que de grands gestes. Il se présenta chaque semaine, à l'heure, préparé. Il posait des questions sur leur école, leurs amis, leur mère, sans être envahissant. Il écoutait plus qu'il ne parlait une compétence qui ne lui venait pas naturellement mais qu'il se forçait à développer. Un jour, Lila apporta son carnet de croquis. Je veux te montrer quelque chose. Les pages étaient remplies de dessins, leur appartement, Clara, Maya en train de lire, Zoé en train de rire. Des moments du quotidien saisis avec une habileté surprenante. C'est magnifique, dit Ethan, sincèrement. Celui-là, c'est mon préféré. Lila tourna la page vers un dessin de Maya à la table de la cuisine. Épuisée, la tête entre les mains. Mais il y avait de la lumière qui entrait par la fenêtre, tombant sur son visage. La lutte et l'espoir en une seule image. Votre mère est incroyablement forte, dit doucement Ethan. Il le fallait bien, vu que tu n'étais pas là. Les mots n'étaient pas accusateurs, juste factuels. Ils blessaient d'autant plus par leur simplicité. Tu as raison. Elle a tout porté toute seule. Elle le fait toujours, dit Lila. Elle travaille tellement dur. Ses mains tremblent parfois, quand elle pense qu'on ne regarde pas, la poitrine d'Ethan se serra. Pourquoi elle tremble? Trop de boulot. Trop de stress. Trop de tout. Lila referma son carnet. Elle ne te laissera pas l'aider. Elle ne prendra pas d'argent. Mais elle est fatiguée. Je le vois. Qu'est-ce que je peux faire? Lila le regarda avec ses yeux qui voyaient trop de choses. Je ne sais pas. Mais la voir lutter alors que tu as tant d'argent. Ça semble injuste. L'observation resta avec Ethan bien après la fin de la séance. Il ne pouvait pas imposer son aide à Maya, elle avait été claire sur cette limite. Mais savoir qu'elle était épuisée, que ses filles la regardaient trembler de surmenage, le faisait se sentir impuissant et coupable à parts égales. Il aborda le sujet prudemment avec Maya après la visite suivante.
Zoé a mentionné que tu cumulais plusieurs emplois. Le visage de Maya se ferma. Ça ne te regarde pas, si ça affecte nos filles. Nos filles vont bien. Je m'assure qu'elles vont bien. Mais toi, tu ne vas pas bien. Lila a dit. Lila ne devrait pas te faire de rapport sur moi, la voix de Maya était tranchante. Ma vie, mes difficultés, mes choix. Ils sont à moi. Tu n'as pas ton mot à dire juste parce que tu essaies soudainement de t'impliquer. Je n'essaie rien de contrôler. Je suis juste inquiet pour toi. Ne le sois pas. J'ai survécu jusqu'ici sans ton inquiétude. Je continuerai à survivre. Ethan voulut argumenter, insister, utiliser ses ressources pour tout faciliter. Mais il apprenait, lentement. L'indépendance de Maya n'était pas seulement de la fierté, c'était de la survie. Accepter quelque chose de lui serait comme une capitulation, comme admettre qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule. Alors il recula. Il respecta la limite. Et il se détesta d'avoir créé la situation qui l'avait rendue si farouchement indépendante. Ce week-end-là, Ava revint, apportant des courses dont elle prétendit qu'elles étaient accidentellement en trop pour sa maison. Maya n'était pas dupe, mais elle accepta, car Ava rendait le prétexte facile à accepter. Ethan m'a parlé de votre conversation, dit Ava en aidant à ranger. Il est inquiet pour toi. Il n'a aucun droit d'être inquiet. Peut-être pas. Mais il l'est quand même. Ava marqua une pause. Il essaie, Maya. Je sais que ça n'efface pas le passé. Mais il essaie sincèrement de changer. Pour elle. Pas pour moi. Est-ce que la motivation importe si le résultat est meilleur? Maya n'avait pas de réponse. Elle était fatiguée. Fatiguée jusqu'aux os, fatiguée dans son âme. Fatiguée de se battre, de survivre, et d'être forte. Je ne peux pas lui pardonner, dit-elle doucement. Il a détruit quelque chose en moi cette nuit-là. Il m'a fait douter de ma valeur, de mon jugement. De tout. Je me suis reconstruite, morceau par morceau. Mais les fondations sont différentes maintenant. Plus dures. Je ne peux pas redevenir confiante facilement. Je ne te demande pas de lui pardonner ou de lui faire confiance. Je suggère juste que. Peut-être que tu n'as plus à tout porter toute seule. Accepter de l'aide, c'est se sentir faible. Accepter de l'aide, c'est une force. Savoir quand on a besoin de soutien demande plus de courage que de souffrir en silence. Maya voulait y croire. Mais l'entêtement et la fierté étaient tout ce qui l'avait aidé à traverser les moments les plus difficiles. Les abandonner lui semblait dangereux. La visite suivante apporta une crise inattendue. Lila se plaignit de vertiges pendant leur séance. Puis sa fièvre monta en flèche, de façon inquiétante, plongeant tout le monde dans une alarme immédiate. La superviseure appela Maya pendant qu'Ethan enveloppait Lila et l'installait dans sa voiture. Ils convergèrent vers les urgences dans un chaos de peur et d'adrénaline. Maya déboula par les portes et trouva Ethan faisant les 100 pas, Lila enveloppée dans sa veste, et Zoé veillant sur elle, protectrice. Qu'est-ce qui s'est passé, exigea Maya, attirant Lila contre elle. Elle est devenue bouillante d'un coup, dit Zoé, la voix tremblante. Une minute elle allait bien, et la minute d'après. Ils font des tests, l'interrompit Ethan. Ils pensent que c'est peut-être une méningite. Mais ils ne sont pas encore sûrs. Maya sentit le monde basculer. Méningite. Le mot était lourd de sens, de danger, de complications potentielles, de risques. Elle serra Lila, qui était brûlante contre elle. Je dois voir un médecin. Ils arrivent. Ils savent qu'elle est là. Ethan avait l'air dévasté, son sang-froid si soigneusement maintenu en train de se fissurer. On les sépara pour l'examen. Maya partit avec Lila, lui tenant la main pendant les premiers tests, pendant la ponction lombaire qui fit pleurer Lila. Ethan et Zoé attendaient dans le couloir, tous deux impuissants et terrifiés. Les heures s'écoulèrent lentement. Ils donnèrent à Lila des fluides, des antibiotiques au cas où, et firent d'autres tests. Maya refusait de la quitter, caressant les cheveux bouclés de sa fille, murmurant des paroles rassurantes auxquelles aucune d'elles ne croyait. Ethan apparaissait périodiquement à l'embrasure de la porte, vérifiant, offrant un soutien que Maya ne pouvait accepter, mais qu'elle appréciait malgré tout. Zoé finit par entrer et se blottit de l'autre côté du lit de Lila, sa carapace de dur à cuire complètement disparue. Elle va s'en sortir, murmura Maya à Zoé. Elle doit s'en sortir.
Et si c'est pas le cas? Maya n'avait pas de réponse. La possibilité était trop terrible pour être formulée à voix haute. Dans la salle d'attente, Ethan passait les appels qu'il ne voulait pas passer, alerter Ava, vérifier la couverture d'assurance, s'assurer que tout le suivi médical était géré. Il se sentait inutile, incapable de résoudre ce problème avec de l'argent, de l'influence ou de la volonté. Ava arriva en moins d'1 heure. Elle apporta du café pour tout le monde et s'assit avec Ethan dans le silence horrible. « C'est ta pire peur, dit-elle doucement. Les perdre avant de les avoir vraiment retrouvés. Je ne peux pas les perdre. Aucune d'elles. » La voix d'Ethan se brisa. Même Maya. Si quelque chose lui arrivait. Si elle. Elle va bien. Elle est avec Lila. Elle est exactement là où elle doit être. Mais Ethan réalisa quelque chose, assis dans cette salle d'attente d'hôpital. Maya était quelqu'un à qui il tenait encore, malgré tout. L'avoir protégé si férocement leur fille, sa force dans la crise, son refus de s'effondrer. Cela lui rappela pourquoi il l'avait aimée. Et pourquoi il avait été terrifié à l'idée de l'aimer. Le médecin émergea enfin avec des nouvelles. Ce n'était pas une méningite. Juste une infection virale sévère. Lila se remettrait complètement avec du repos et des fluides. Le soulagement fut immense. Maya émergea de la chambre de Lila, l'air anéanti. Ethan se leva d'un bond, voulant la réconforter, sans savoir s'il en avait le droit. « Elle va bien, dit Maya à la pièce. Elle va s'en sortir. » Zoé éclata en sanglots, relâchant enfin la peur qu'elle avait contenue. Maya la serra contre elle, pleurant toutes les deux, laissant la terreur se dissoudre en soulagement. Ethan se tenait à l'écart, observant sa famille et c'était sa famille, réalisa-t-il vivant une expérience dont il était en marge. Il voulait en faire partie, les prendre toutes dans ses bras, partager leur soulagement, mais il était toujours un étranger. Ava lui toucha doucement le bras. « Laisse-leur du temps. On ne force pas ces choses-là. » Ils autorisèrent la sortie de Lila tard dans la nuit, avec des instructions de surveillance. Maya se prépara à ramener les 2 filles à la maison, l'épuisement se lisant sur chaque trait de son visage. « Laisse-moi te ramener, » proposa Ethan. « Tu es trop fatigué. On se débrouillera. » « Maya, s'il te plaît, tu trembles. Laisse-moi t'aider. » Elle le regarda vraiment, et pour la première fois depuis des mois, elle vit au-delà de sa colère pour percevoir son inquiétude sincère. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » Ethan les ramena chez elle en silence. Zoé dormait contre Lila, Lila était somnolente à cause des médicaments. Maya regardait fixement par la fenêtre. Il se gara devant leur immeuble, aida à monter les filles, attendit que Maya les installe. « Merci, dit-elle sur le seuil. D'avoir été là. Pour tout, aujourd'hui. J'étais terrifié, admit Ethan. Complètement terrifié. Moi aussi. » Ils restèrent sur le seuil, le gouffre entre eux, toujours immense, mais semblant soudain moins infranchissable. « Bonne nuit, Maya. »« Bonne nuit. » Ethan partit. Maya ferma la porte et s'y adossa tandis que la terreur de la journée la rattrapait enfin. Elle pleura doucement pour que ses filles ne l'entendent pas, libérant la peur, la gratitude, et quelque chose qui ressemblait inconfortablement à la reconnaissance qu'Ethan essayait de devenir quelqu'un de meilleur. Peut-être que cela suffisait, pour l'instant. Chapitre 8, inconfortable vérité. Ethan mit fin à la procédure judiciaire sans tambour ni trompette. Pas d'annonce, pas de grands gestes. Juste des instructions à ses avocats pour retirer toutes les demandes de garde. Laisser les visites surveillées se poursuivre de manière informelle, comme des accords entre parents plutôt que des ordonnances du tribunal. Maya accueillit la notification de son avocate avec méfiance. « Il laisse tout tomber ?» demanda-t-elle en lisant le bref document. « Retrait complet. Pas de conditions. Il demande que l'arrangement actuel se poursuive volontairement. » Maya ne savait qu'en penser. Cette retraite soudaine d'Ethan de la guerre juridique semblait significative, mais floue. Était-ce une manipulation, une stratégie, ou un véritable changement? Elle ne lui posa pas la question directement. À la place, elle observa. Ethan continua de se présenter aux visites. N'en manqua jamais une. Ne vint jamais les mains vides. Il apprenait le style de débat de Zoé, l'aidant à affiner ses arguments. Il encourageait l'art de Lila, s'intéressant sincèrement à ses dessins.
Les filles s'ouvraient à lui, progressivement. Pas de l'amour, pas même de l'affection, mais quelque chose comme une forme d'acceptation prudente. Il existait dans leur vie maintenant. C'était un progrès. 3 mois après l'incident de l'hôpital, Ethan envoya un message à Maya. « On peut parler ? Vraiment parler ? » Sans autre ordre du jour que l'honnêteté. Ils se retrouvèrent dans un parc neutre, marchant sur les sentiers tandis que Zoé et Lila jouaient sur une aire de jeu distante, mais visible. « Je dois te dire quelque chose », commença Ethan. « Sur la raison pour laquelle j'ai réagi comme je l'ai fait quand tu m'as annoncé ta grossesse. » Maya ne dit rien. Elle attendit. « Mon père a passé toute mon enfance à me mettre en garde contre les gens qui voudraient m'utiliser pour mon argent. Il était paranoïaque, convaincu que tout le monde avait des intentions cachées. » Ethan gardait les yeux fixés devant lui. « Quand j'étais plus jeune, il y a eu une femme, plus âgée que moi, quelqu'un dont je pensais qu'elle tenait à moi. Il s'est avéré qu'elle travaillait pour un concurrent de mon père. Elle s'était rapprochée pour voler des informations. Ça a détruit ma capacité à faire confiance. Ce n'est pas une excuse, je sais. Mais c'est le contexte. » Ethan la regarda enfin. « Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, tout ce que j'entendais, c'était la voix de mon père disant « Je te l'avais bien dit ». Tout ce que je voyais, c'était la trahison. J'ai été cruel parce que j'avais peur d'être utilisé à nouveau. » Maya absorba l'information. Elle ne ressentait aucune sympathie, mais comprenait la forme de sa blessure. Ton traumatisme ne te donne pas la permission de traumatiser les autres. Non, c'est vrai. Et je ne demande pas le pardon. Je te demande de comprendre que ma cruauté venait d'une fêlure, pas de quelque chose que tu aurais fait de mal. Ils marchèrent en silence un moment. Maya regardant Zoé et Lila, Ethan la regardant, elle. « Parle-moi d'elle, » dit doucement Ethan. « De la façon dont tu les as élevées. Je veux savoir ce que j'ai manqué. » Maya hésita. C'étaient ses souvenirs, ses trésors privés de lutte et de joie. Mais l'expression d'Ethan trahissait une fin réelle de comprendre. Et peut-être que partager l'aiderait à saisir ce qu'il avait perdu. Zoé est sortie en hurlant, annonçant sa présence au monde. Lila est arrivée sans un bruit, observant simplement tout avec ses yeux. Maya sourit au souvenir. Je les tenais toutes les deux et je me sentais plus terrifiée et plus certaine que jamais dans ma vie. Tu étais seule à l'accouchement ? Clara était là. La femme du restaurant. Elle m'a tenu la main pendant le travail, a coupé leurs cordons, m'a aidé à apprendre à les allaiter toutes les deux. Elle a été plus une famille pour moi que n'importe qui de mon sang ne l'a jamais été. Le visage d'Ethan se crispa, trahissant la culpabilité, le regret, ou les deux. J'aurais dû être là. Oui, tu aurais dû. Mais tu n'y étais pas. Alors je l'ai fait seul. Raconte-moi encore. Alors Maya parla. Elle lui raconta les nuits blanches avec 2 nourrissons en pleurs, le fait d'avoir 3 emplois quand elles étaient minuscules, la terreur des fièvres et les étapes franchies sans personne avec qui célébrer. Elle lui parla du premier mot de Zoé, non, sans surprise et du premier dessin de Lila, un soleil. Des anniversaires fêtés avec des décorations à $1 et beaucoup d'amour. Tu as tout fait parfaitement, dit Ethan d'une voix rauque. Tout ce dont j'aurais dû faire partie. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maya s'arrêta de marcher, lui faisant face. Mais c'était dur, Ethan. Plus dur que tu ne peux l'imaginer. Il y a eu des nuits où je m'endormais en pleurant, me demandant comment je les nourrirais le lendemain. Il y a eu des moments où j'étais si épuisé que je ne me souvenais plus de mon propre nom. Il y a eu des moments où je t'en ai voulu, si complètement que je pouvais le goûter. Je mérite ce ressentiment. Oui, tu le mérites. Mais le porteur me rongeait de l'intérieur. J'ai dû lâcher prise. Pas pour toi. Pour moi. Pour elle. Maya fit un geste vers Zoé et Lila. Je ne pouvais pas les élever en me noyant dans l'amertume. Comment as-tu fait pour lâcher prise? J'ai décidé que tu étais mort. Pas littéralement. Mais dans mon esprit. L'Ethan que j'avais aimé avait disparu. L'Ethan qui m'avait blessé ne valait pas l'énergie de le haïr. J'ai juste avancé. J'ai construit une vie où tu n'existais pas, les mots atterrirent comme des coups de poing. Ethan en sentit l'impact, comprit que c'était le prix de sa cruauté, l'effacement complet de leur vie. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant que j'existe à nouveau. Maintenant, je dois trouver comment te faire une place sans détruire l'équilibre que j'ai créé.
Maya soupira. Elle commence à t'apprécier, Ethan. Et ça me terrifie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passera quand tu les décevras? Quand tu t'ennuieras, ou que tu seras frustré, ou que tu décideras que la paternité est trop difficile. Zoé et Lila survivront. Elles sont fortes. Mais elles porteront ce rejet pour toujours. Je ne te laisserai pas leur faire ce que tu m'as fait. Je ne partirai pas. Je ne les décevrai pas, tu n'en sais rien. Personne ne le sait. La voix de Maya se durcit. Tu es toujours en train de faire tes preuves, chaque semaine, chaque interaction. Tu penses que te montrer suffit, mais ce n'est pas le cas. Elles ont besoin de savoir que tu resteras quand ce sera difficile. Quand elles seront difficiles. Quand elles te décevront. Je resterai. Les mots sont faciles. Ils reprirent leur marche, la conversation pesant lourdement entre eux. De quoi as-tu besoin de ma part? Demanda finalement Ethan. Pas pour les filles. Pour toi. De quoi as-tu besoin pour être à l'aise avec cet arrangement? Maya réfléchit attentivement. J'ai besoin que tu cesses de nous voir comme quelque chose que tu as perdu et que tu dois récupérer. Nous ne sommes pas des possessions. Nous sommes des personnes qui ont construit une vie sans toi. Respecte cette vie. Respecte les choix que j'ai faits. N'essaie pas de tout arranger avec de l'argent ou du contrôle. Sois juste présent, sans exiger de reconnaissance pour t'être enfin montré. Je peux faire ça. Vraiment? Maya s'arrêta à nouveau, ses yeux scrutant son visage. Parce qu'à la minute où tu déraperas, à la minute où tu leur donneras l'impression qu'elles ne sont pas assez bien, ou que je les ai trahies en les gardant loin de toi, ce sera terminé. Je rendrai impossible pour toi de les voir. Ordonnance du tribunal ou non. Elles disparaîtront à nouveau. Et cette fois, tu ne nous trouveras pas, la menace était réelle. Ethan la vit dans ses yeux, l'entendit dans sa voix. Maya protégerait Zoé et Lila avec tout ce qu'elle avait, même si cela signifiait fuir. Je ne déraperai pas, dit Ethan. Je te le jure. Je ne leur ferai pas de mal. Ne me le jure pas à moi. Jure-le-leur à elles. Ils récupérèrent les filles qui avaient joué, inconscientes de la lourde conversation qui se tenait à proximité. Zoé montra à Maya une fleur qu'elle avait cueillie. Lila avait dessiné dans la terre avec un bâton, des formes et des motifs qu'elle seule comprenait. Prête à partir? Demanda Maya. On peut avoir une glace? Demanda Zoé. Je meurs de faim. Maya fit un calcul rapide, budget, temps, énergie. Bien sûr, ma chérie. Une glace, c'est une bonne idée. Je m'en occupe, offrit immédiatement Ethan. Non, Maya. Laisse-moi leur acheter une glace. C'est juste une glace. Elle voulut refuser par principe, mais Zoé et Lila avaient déjà l'air pleines d'espoir. D'accord. Une glace. Rien d'autre. Ils marchèrent jusqu'à un marchand de glace voisin, drôle d'unité familiale qui ne s'emboîtait pas tout à fait, mais qui apprenait. Ethan acheta des cônes pour tout le monde, et ils s'assirent sur des bancs, mangeant dans un silence complice. Lila se tourna soudainement vers Ethan. « Est-ce que tu nous aimes, maintenant ?» La question le prit au dépourvu. Zoé sembla intéressée par sa réponse, tout en feignant l'indifférence. Maya observait attentivement. « Oui, dit honnêtement Ethan. Je vous aime. Pas parce que je suis censé le faire, ou parce que ça donne une bonne image. Mais parce que je vous connais, maintenant. Parce que Zoé me défie et que Lila me surprend. Et vous êtes toutes les deux des êtres humains incroyables. Je suis reconnaissant de vous connaître. Et maman, tu l'aimes? La question vint de Zoé cette fois, inquisitrice. Ethan regarda Maya, qui s'était figée. J'aime qui est votre mère. Comment elle vous a élevé? Comment elle a survécu? Comme elle est forte sans être cruelle. Je ne sais pas si c'est le genre d'amour dont tu parles, mais je la respecte plus que quiconque. Ce n'est pas la même chose, observa Lila. Non, ce n'est pas la même chose, reconnut Ethan. Mais c'est honnête. Les filles acceptèrent cela, retournant à leur glace. L'expression de Maya restait indéchiffrable. En rentrant à pied, Zoé dit doucement à Maya, « Il n'est pas aussi horrible que je le pensais. » Ça ne veut pas dire que tu dois lui pardonner, répondit prudemment Maya. Je sais. Mais peut-être que je n'ai pas besoin de le détester non plus.
Cette nuit-là, Maya, couchée dans son lit, repensa à la conversation. L'honnêteté d'Ethan sur ses fêlures. Son respect pour sa force. Son aveu qu'il aimait leur fille, non par obligation, mais par un sentiment sincère. Elle ne lui pardonnait pas. Elle ne le pouvait pas encore. Peut-être jamais. Mais les arêtes vives de sa colère s'émoussaient, remplacées par quelque chose de plus complexe. Pas de la confiance, mais une reconnaissance. Il essayait. Cela devait compter pour quelque chose. Dans son pantouse, Ethan fixait son téléphone, le message qu'il avait tapé et effacé une douzaine de fois. Merci de m'avoir laissé entrer. De m'avoir donné une chance de les connaître. Je ne la gâcherai pas. Il finit par l'envoyer. La réponse de Maya arriva 1 heure plus tard. Ne me remercie pas moi. Remercie-les, elles. Ce sont elles qui te donnent des chances. C'est juste. Zoé et Lila étaient les vrais juges. Et il était toujours en train de plaider sa cause. Mais pour la première fois depuis qu'il les avait retrouvés, Ethan sentit que, peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour devenir le père qu'elle méritait. Chapitre 9, reconstruire les fondations. Ethan établit des routines avec Zoé et Lila, au-delà des visites obligatoires. Les jeudis soirs devinrent la soirée des puzzles logiques avec Zoé dans un café, à mi-chemin entre chez lui et l'appartement de Maya. Lila avait des sessions d'art le samedi matin, où Ethan la regardait créer tout en tentant ses propres dessins maladroits. Ces moments n'étaient pas ordonnés par un tribunal ni supervisés. Ils étaient volontaires. Ses filles choisissaient de passer du temps avec lui parce qu'elles le voulaient, non parce qu'elles y étaient contraintes. La différence semblait monumentale. Zoé le poussait intellectuellement. Leur débat couvrait la philosophie, la science et l'éthique. Elle était d'une intelligence redoutable, son esprit se mouvant d'une manière qui le rendait humble. Ethan se retrouvait à faire des recherches entre leurs sessions, juste pour essayer de suivre. « Tu as tort sur ce point », dit Zoé un soir, pointant son argument sur le relativisme moral. « Ta prémisse est erronée parce que tu supposes que les humains agissent rationnellement. Ce n'est pas le cas. On essaie. Essayer ne compte pas. C'est le comportement qui compte. » Elle était implacable, démontant son raisonnement avec une précision chirurgicale. Ethan apprit à apprécier de perdre des discussions face à sa fille. Elle n'avait pas besoin qu'il ait raison, elle avait besoin qu'il s'engage honnêtement. Alors il le faisait, admettant quand elle l'avait coincé logiquement, louant son esprit vif, l'encourageant à pousser plus fort. Avec Lila, le temps s'écoulait différemment. Plus calme, plus contemplatif. Elle dessinait pendant qu'il regardait, lui montrant occasionnellement des techniques ou lui demandant son avis sur des choix de couleurs. « Pourquoi tu es revenu, en vrai ?» demanda Lila un matin, sans lever les yeux de son dessin. Ethan aurait pu esquiver, donner des réponses faciles. Mais Lila méritait la vérité. « Je vous ai vu, toi et Zoé, à la conférence. J'ai vu vos yeux. J'ai su immédiatement que vous étiez à moi. » Il marqua une pause. « Et je ne supportais pas de savoir que j'avais des filles que je ne connaissais pas. Je ne supportais pas l'idée que vous grandissiez en pensant que je ne voulais pas de vous. Mais tu ne voulais pas de nous. Au début, je veux dire. Non, je ne voulais pas. Et je déteste ne pas avoir voulu. Mais la peur rend les gens cruels, et j'avais très peur. » Lila médita là-dessus, son crayon glissant sur le papier. « Maman dit que la peur, c'est juste une information. Ça te dit que quelque chose pourrait être dangereux, mais tu as toujours le choix de ta réponse. Ta mère est plus sage que moi sur la plupart des choses. Elle est plus sage que la plupart des gens sur la plupart des choses. » Ils partagèrent un petit sourire. Lila retourna à son dessin, et Ethan s'assit dans un silence confortable, reconnaissant qu'elle ait posé la question, reconnaissant d'y avoir répondu honnêtement. Maya observait ses relations en évolution avec des sentiments complexes, le soulagement qu'Ethan tienne ses promesses, se montre constant, l'anxiété que Zoé et Lila s'attachent à quelqu'un qui les avait déjà blessés, la confusion face à ses propres sentiments qui s'adoucissaient envers l'homme qu'elle avait passé des années à essayer d'effacer. Ethan respectait scrupuleusement ses limites. Il ne demandait jamais plus de temps qu'elle n'en offrait, ne remettait jamais en question son rôle de mère, n'essayait jamais d'acheter leur affection avec des cadeaux coûteux. L'anniversaire des jumelles approchait. Il demanda à Maya ce qui serait approprié. « Elles n'ont pas besoin de choses, » dit Maya. « Elles ont besoin d'expérience. De temps. Et si je les emmenais quelque part qu'elles apprécieraient ? Avec toi ?
Pour que ce ne soit pas gênant. Une excursion d'une journée. Quelque chose dont elle se souviendrait. Maya hésita. Les sorties en famille semblaient dangereuses, trop proches de jouer à la petite maison. Mais l'anniversaire de Zoé et Lila méritait d'être fêté, et elles avaient si peu d'extra dans la vie. Il y a un musée des sciences avec une nouvelle exposition que Zoé adorerait, et une installation artistique que Lila a mentionné vouloir voir. On pourrait faire les deux en une journée. Je conduis, je paie les entrées, je gère la logistique. Toi, tu n'as qu'à être là. Pourquoi tu veux que je sois là? Ethan la regarda droit dans les yeux. Parce que tu es leur mère. Parce qu'elles ont plus besoin de toi que de moi. Parce que faire ça sans toi semblerait déplacé. Contre sa propre raison, Maya accepta. Le jour J arriva, frais et clair. Ethan vint les chercher dans sa voiture, pas le véhicule de luxe auquel Maya s'attendait, mais quelque chose de pratique et familial. Il y avait pensé. Ne pas les mettre mal à l'aise. Zoé revendiqua immédiatement le siège avant, bavardant sur les expositions sur lesquelles elle avait fait des recherches. Lila s'assit à l'arrière avec Maya, sa main trouvant celle de sa mère, comme pour s'ancrer. Le musée fut tout ce que Zoé espérait, des expositions interactives, des démonstrations complexes, des questions qui défiaient son esprit vif. Elle traîna Ethan dans chaque section, lui expliquant des concepts qu'il comprenait à peine, son excitation contagieuse. Ethan la regardait avec une fierté évidente. « Tu vas changer le monde un jour. » Évidemment, répondit Zoé, non pas avec arrogance, mais avec certitude. Il faut bien que quelqu'un répare tous les problèmes que les adultes créent. Maya réprima un sourire. Sa fille féroce, ne faisant pas de quartier. L'installation artistique fut plus calme, plus contemplative. Lila s'y déplaça lentement, étudiant chaque pièce avec une intensité concentrée. Ethan et Maya suivaient à distance, la laissant vivre son expérience à son propre rythme. « Elle a tes yeux, dit Maya doucement. Les tiens et les miens, d'une certaine manière. La couleur vient de toi. Mais sa façon de voir les choses. Ça vient de moi. Elles sont des morceaux de nous deux, répondit Ethan. Les meilleurs morceaux, espérons-le. Elles sont elles-mêmes. Pas nous du tout. Meilleures que nous. Ils regardèrent Lila s'arrêter devant une toile massive, son expression absorbée. Ethan s'approcha, s'accroupissant à côté d'elle. Qu'est-ce que tu vois? Tout, murmura Lila. Chaque couleur, chaque sentiment et chaque instant. C'est comme le monde entier dans une seule peinture. Tu peux créer quelque chose comme ça. Peut-être un jour. Quand je serai meilleure. Elle regarda Ethan sérieusement. Tu viendras à mon premier vernissage? Quand je serai grande et assez bonne? La gorge d'Ethan se serra. Je serai à chaque vernissage. Le premier, le dernier, et tous ceux entre les deux. Promets-le-moi. Promis. Ils déjeunèrent dans un restaurant simple, tous les quatre entassés dans une banquette qui semblait à la fois gênante et juste. Zoé commanda avec assurance. Lila étudia le menu avec une appréciation artistique pour le design. Maya se surprit à se détendre, petit à petit. La journée était plus facile que prévu. C'est sympa, dit Zoé, surprenant tout le monde. De faire des choses ensemble. C'est bizarre, mais sympa. Bizarre comment? Demanda Ethan. Comme si on était une famille normale. On ne l'est pas. Mais on pourrait faire semblant pour aujourd'hui. La déclaration était factuelle, sans accusation ni jugement. Juste l'évaluation typiquement directe de Zoé de leur situation. Nous sommes notre propre genre de famille, dit doucement Maya. Ce n'est pas grave non plus. Ouais, mais les familles normales n'ont pas besoin de visites surveillées et d'avocats, haussa Zoé les épaules. Je dis juste que c'est différent. Différent, ce n'est pas mauvais, ajouta Lila. Beaucoup de familles sont différentes. Ils finirent de déjeuner, passèrent l'après-midi dans un parc. Zoé trouva un échiquier et défia Ethan, le battant à plate couture. Lila les dessina tous, sa famille, étrange et brisée, et fonctionnant tant bien que mal. Alors que la journée touchait à sa fin, la fatigue rattrapant tout le monde, ils rentrèrent en voiture dans un silence confortable. Ethan se gara devant leur immeuble, aida à porter les filles endormies à l'étage. Merci, dit Maya sur le seuil. Pour aujourd'hui. Elles en avaient besoin. Moi aussi. Ethan regarda Zoé et Lila,
assoupi sur le canapé. Je sais que je ne peux pas leur rendre les années que j'ai manquées. Mais peut-être que je peux leur donner de bons souvenirs pour l'avenir. C'est ce qui compte. Aller de l'avant. Ne pas s'attarder sur le passé. Ethan voulut en dire plus, reconnaître ce que cette journée avait représenté, à quel point il s'était senti juste de passer du temps ensemble, comme une unité. Mais l'expression prudente de Maya le dissuada d'insister. Même heure la semaine prochaine pour la visite, demanda-t-il à la place. Elles seront prêtes. Il partit. Maya ferma la porte, s'adossant contre elle, les yeux fermés. Aujourd'hui avait été une bonne journée. Trop bonne. Les anses semblaient dangereuses, comme oublier pourquoi elle avait eu besoin de distance au départ. Zoé bougea, marmonnant dans son sommeil. C'était le meilleur anniversaire. Le cœur de Maya se serra. Sa fille recevait des morceaux de la vie qu'elle méritait. Pas parfaite, pas traditionnelle, mais suffisamment entière. Au cours des semaines suivantes, la constance d'Ethan se maintint. Il se montrait, s'engageait, tenait ses promesses. Il se souvenait des détails, le calendrier des compétitions de débat de Zoé, les fournitures d'art préférées de Lila, les horaires de travail de Maya pour ne pas appeler pendant ses services. Il n'essayait pas de remplacer Maya ou de devenir plus important. Il était juste là. Présent. Fiable. Maya se surprit à lui faire confiance, petit à petit. Pas avec son cœur, celui-là était toujours verrouillé. Mais avec le bien-être de leur fille. Elle pouvait les lui laisser sans paniquer, pouvait faire des plans en sachant qu'il gérerait la logistique avec compétence. Un soir, la voiture de Maya rendit définitivement l'âme. Aucune prière ni compétence mécanique ne pouvait la ressusciter. Elle resta sur le parking, vaincue, calculant comment elle pourrait s'offrir un autre véhicule. Ethan proposa immédiatement. « Laisse-moi t'aider. Une voiture, un prêt, ce dont tu as besoin. » Non. Maya, tu as besoin d'un moyen de transport. Laisse-moi. J'ai dit non. Sa voix était tranchante, chargée de sa vieille méfiance. D'accord. Mais au moins, laisse-moi te conduire au travail jusqu'à ce que tu trouves une solution. Pour les filles. Pour qu'elles ne soient pas perturbées. Maya voulut refuser, mais le sens pratique l'emporta sur la fierté. Juste jusqu'à ce que je gère ça moi-même. Juste jusque-là. D'accord, accepta Ethan. Il la conduisit au travail pendant 2 semaines, venant la chercher après ses services, sans jamais commenter son épuisement ou les heures tardives. Il n'essaya pas de régler le problème, n'offrit pas d'argent. Il assura juste le transport, comme convenu. Maya finit par acheter un autre véhicule vieillissant avec de l'argent emprunté à Clara et ses propres maigres économies. Ce n'était pas idéal, mais c'était à elle. Merci pour les trajets, dit-elle à Ethan. Tu n'étais pas obligé. Si, j'étais obligé. Tu es la mère de mes enfants. T'aider, c'est les aider, elle. La déclaration était pratique, pas émotionnelle. Mais quelque chose dans son ton suggérait plus. Que l'aider, elle, comptait pour lui, indépendamment de leur fille. Maya n'examina pas cette pensée de trop près. L'école de Zoé et Lila organisa une réunion parents-professeurs. Maya y alla seule, comme toujours, prête à entendre parler de leurs progrès et de leurs défis. Ethan apparut dans le couloir, à sa grande surprise. L'école a appelé. Ils ont dit que les 2 parents étaient invités. Tu n'étais pas obligé de venir. Je le voulais. Ce sont mes filles. Je veux savoir comment elles vont. Ils s'assirent côte à côte, rencontrant les enseignants, entendant parler de l'excellence académique de Zoé et de son esprit de contradiction occasionnelle, du talent artistique de Lila et de sa tendance à disparaître dans son propre monde. Les 2 filles s'épanouissaient, dirent les enseignants, grâce à d'excellents parents. Les professeurs les regardaient, Maya et Ethan, comme une unité, supposant un partenariat. Aucun des 2 ne les corrigea. Après, en marchant vers le parking, Ethan dit, « Elles sont incroyables. Tu as élevé des êtres humains incroyables. » On n'a pas encore fini de les élever, répondit Maya. Il reste beaucoup d'années. Je veux être là pour ces années. Pas sur la touche. Vraiment présent. Tu es en train de le faire. Lentement. Mais tu le fais. Ils se tenaient près de leurs voitures respectives. Un moment de compréhension passa entre eux. Ni pardon, ni réconciliation,
mais quelque chose comme un partenariat dans le projet commun d'élever Zoé et Lila. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit. Maya rentra chez elle en voiture, pensant à quel point la vie était devenue compliquée. Ethan était dans leur vie maintenant. Non pas comme le méchant qu'elle avait imaginé, mais comme quelqu'un de faillible et qui essayait. Quelqu'un que ses filles commençaient à apprécier. Elle ne savait pas ce que cela signifiait pour eux tous. Mais pour l'instant, cela signifiait qu'ils géraient. Qu'ils construisaient quelque chose de fonctionnel à partir de pièces brisées. Il faudrait que cela suffise. Chapitre 10, l'heure des comptes. La soirée annuelle de présentation de l'école attira des parents de tous les coins de la communauté, remplissant l'auditorium d'une énergie anxieuse et de visages fiers. L'équipe de débat de Zoé allait montrer ses compétences, et les œuvres d'art de Lila étaient exposées dans le hall. Les deux filles représentaient différentes formes d'excellence. Maya arriva tôt, comme toujours, vêtue de ses meilleurs vêtements professionnels qui montraient tout de même leur âge. Elle trouva des places dans la section centrale, gardant 2 sièges pour Clara et Ava, qui avaient toutes deux insisté pour venir. Ethan apparut quelques minutes plus tard, scrutant la foule avant de les repérer. Il se dirigea vers eux, et Maya remarqua le subtil changement dans l'attention des gens, la façon dont la richesse attirait l'attention, même en essayant de se fondre dans la masse. « De la place pour un de plus ?» demanda Ethan. Maya désigna le siège vide à côté d'elle. Ils avaient convenu de venir ensemble, de se présenter comme des parents unis, même si leur relation restait indéfinie et compliquée. Les présentations commencèrent. L'équipe de Zoé monta sur scène, débattant de la politique environnementale avec une précision rodée. Zoé était redoutable, démantelant les arguments adverses avec une justesse chirurgicale. Sa confiance était électrique. Maya regardait avec la fierté de quelqu'un qui avait élevé cet enfant à partir de rien, qui avait encouragé chaque question et chaque curiosité malgré l'épuisement. Ethan se pencha en avant, complètement absorbé. Quand Zoé asséna une réfutation particulièrement dévastatrice, il rit doucement, s'attirant un regard de Maya. « Elle est incroyable » murmura-t-il. « Elle tient ça de moi » répondit Maya, à moitié sérieuse. « Indéniablement. » Après le débat, ils se dirigèrent vers la galerie d'art, où le travail de Lila était accroché aux côtés d'autres étudiants. Ces pièces étaient reconnaissables entre toutes, émotionnellement complexes, techniquement maîtrisées bien au-delà de son âge. La pièce maîtresse était une série de portraits de leur famille, Maya à la table de la cuisine, Zoé en plein argument, Ethan l'air incertain, Clara riant. Des cadres séparés qui formaient pourtant un tout cohérent. « Elle voit tout » dit Ethan, étudiant les portraits. « Elle a toujours tout vu » approuva Maya. « C'est son don et sa malédiction. » Ils se mêlèrent maladroitement à la foule. Maya répondait aux questions d'autres parents sur la présence soudaine d'Ethan. Elle gardait ses explications minimales. C'est leur père. Oui, il est impliqué maintenant. C'est compliqué. Une autre mère, quelqu'un que Maya avait toujours trouvé vaguement hostile, s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sa fille était dans la classe de Zoé et Lila, une enfant qui avait eu du mal avec leur présence, d'une manière que les adultes feignaient de ne pas remarquer. Si heureuse de rencontrer enfin le père, dit la femme, son ton chargé de sous-entendus. Ça doit être tout un ajustement. De prendre enfin vos responsabilités après tout ce temps. Maya sentit Ethan se raidir à côté d'elle. Elle se prépara à dévier, à atténuer le jugement évident. Mais Ethan parla le premier, sa voix portant plus par son poids que par son volume. L'ajustement a été le mien. Maya a élevé Zoé et Lila magnifiquement sans moi. Je suis juste reconnaissant qu'elles me laissent faire partie de leur vie maintenant. Quand même, être mère célibataire a dû être difficile. Tant de défis. Surtout. La pose de la femme était délibérée, ses yeux glissant sur le visage de Maya, laissant le racisme sous-entendu mais présent. Maya avait déjà géré cela. Les implications subtiles que sa lutte était en quelque sorte inévitable, qu'elle avait attiré le malheur sur elle-même. Elle avait appris à sourire à travers tout ça, pour protéger Zoé et Lila, pour qu'elle ne voie pas à quel point le jugement venait souvent enveloppé d'inquiétude. Mais l'expression d'Ethan devint glaciale. Le seul défi a été de le faire seule alors qu'elle n'aurait pas dû avoir à le faire. Maya est la personne la plus forte que je connaisse. Elle a construit une vie et élevé 2 filles incroyables tout en cumulant plusieurs emplois. Mon absence était la difficulté. Rien d'autre. Le sourire de la femme vacilla. D'autres parents s'étaient tournés pour écouter, attirés par l'attention.
Je voulais juste dire. Je sais très bien ce que vous vouliez dire, l'interrompit Ethan, sa voix égale mais sans équivoque. Et je vous dis que tout jugement sur leur situation devrait retomber sur moi. C'est moi qui leur ai fait défaut. Maya n'a jamais fait défaut à personne. La femme battit rapidement en retraite, marmonnant des excuses. Maya resta figée, assimilant ce qui venait de se passer. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle doucement. Si, j'étais obligé. Zoé et Lila apparurent à ce moment-là, essoufflées d'avoir couru dans les couloirs. Zoé était encore excitée par sa performance au débat, parlant rapidement de stratégie et des faiblesses de l'adversaire. Lila rayonnait doucement, heureuse de l'attention que son œuvre avait reçue. Vous nous avez vus, exigea Zoé. On les a détruits. Annihilation complète. J'ai vu, dit Ethan, sa colère d'il y a quelques instants complètement disparue, remplacée par la fierté. Tu as été brillante. Évidemment. Zoé sourit. Maman dit que je débat comme si c'était un sport olympique. Ta mère a raison sur la plupart des choses, répondit Ethan, croisant brièvement le regard de Maya. Ils récupérèrent manteau et affaires, se préparant à partir. Dehors, le parking bourdonnait de familles montant dans leur voiture, félicitant leurs enfants, faisant des plans pour des dîners de célébration. La voiture de Maya était garée au fond, la place habituelle de ceux qui arrivaient le plus tôt. Alors qu'ils approchaient, ils trouvèrent un autre parent debout à côté, attendant. C'était un homme que Maya reconnaissait vaguement d'événements scolaires précédents. Sa fille et Zoé avaient une sorte de rivalité académique. Il avait l'air agité. « Je peux vous aider ?» demanda prudemment Maya. « Vous devriez apprendre l'humilité à votre fille » dit l'homme sans préambule. « Chaque débat n'a pas besoin d'être un bain de sang. Elle a embarrassé ma fille ce soir. » Maya sentit Zoé se tendre à côté d'elle. Ethan s'avança légèrement, se positionnant entre l'homme et elle. « Zoé a participé à un débat loyalement » dit Maya d'un ton égal. « Si votre fille s'est sentie embarrassée, elle devrait peut-être mieux se préparer. C'est exactement l'attitude dont je parle. Vous les avez élevées à penser qu'elles sont meilleures que tout le monde. » Ça suffit, interrompit Ethan, sa voix tranchante. Vous parlez à leur mère de manière irrespectueuse. Excusez-vous ou partez. Et vous êtes qui, vous? Le père qui a enfin daigné se montrer? Les mots étaient conçus pour blesser. Ils le firent, atterrissant précisément sur la culpabilité exposée d'Ethan. Mais au lieu de battre en retraite, Ethan occupa pleinement l'espace, sa présence devenant soudainement écrasante. Oui. Je suis le père qui n'a pas su se montrer. J'assume. Mais je suis là maintenant. Et je vous dis de vous éloigner de ma famille. Ma famille. Les mots restèrent en suspens dans l'air, significatifs et inattendus. L'homme sembla réaliser qu'il avait mal calculé. Ethan n'était pas quelqu'un à défier à la légère. Son autorité tranquille était indéniable. Il partit avec un commentaire marmonné qui aurait pu être des excuses. Zoé, qui était restée silencieuse et tendue, expira bruyamment. C'était intense. Les gens sont parfois menacés par l'excellence, dit Maya en frottant l'épaule de Zoé. Tu n'as rien fait de mal. Il a appelé papa le père qui n'a pas su se montrer, dit Zoé en regardant Ethan, quelque chose de féroce dans son expression. C'était méchant. C'était aussi vrai, dit honnêtement Ethan. J'ai failli à me montrer. Mais je suis là maintenant. Et je ne vais nulle part. Lila, qui avait tout observé avec son intensité tranquille, prit la parole. Tu nous as appelé ta famille. Ethan s'accroupit à sa hauteur. Vous êtes ma famille. Toutes les deux. Votre mère. Clara, Ava. Cette chose étrange et compliquée que nous construisons ensemble. C'est la famille. Même si maman ne t'aime pas? La question de Lila était directe, innocente, dévastatrice. Ethan jeta un coup d'œil à Maya, qui détourna le regard. L'amour n'est pas toujours nécessaire pour former une famille. Le respect l'est. L'engagement l'est. Être présent l'est. Et j'ai l'intention de continuer à être présent. Ils se rendirent séparément au dîner, un restaurant qu'Ethan avait suggéré, mais que Maya avait approuvé. Leur négociation prudente des décisions devenait une routine. Autour de hamburgers et de frites, Zoé raconta son triomphe au débat avec force détail. Lila leur montra les croquis qu'elle avait faits pendant la soirée. Clara et Ava les rejoignirent,
remplissant la banquette de chaleur et de rire. Pour n'importe quel observateur, ils ressemblaient à une famille élargie célébrant ensemble. La réalité était plus complexe, des pièces fracturées trouvant le moyen de s'ajuster, l'histoire déteignant sur le présent, les avenirs incertains. Mais assise dans cette banquette, regardant Zoé raconter ses histoires avec animation et la joie tranquille de Lila, Maya sentit quelque chose changer. Pas le pardon. Pas l'amour. Rien de facilement nommable. Juste la reconnaissance que peut-être, cette chose brisée qu'ils avaient créée pouvait soutenir le poids de l'avenir de ses filles. Après le dîner, en marchant vers leur voiture, Ethan arrêta Maya en lui touchant légèrement le bras. « Merci, dit-il simplement. Pour ce soir. De m'avoir laissé en faire partie. De les avoir élevées pour qu'elles soient exactement qui elles sont. » La voix d'Ethan baissa. « Tu avais raison sur tout. Sur le fait que je devais faire mes preuves. Sur le fait que les mots sont faciles. Je sais que je suis toujours en train de faire mes preuves. Mais je veux que tu saches que je vois ce que tu as fait. Ce que tu as toujours fait. Et c'est extraordinaire. » Maya sentit sa gorge se serrer. « N'idéalise pas la situation. Je ne fais que reconnaître la vérité. Tu es une mère incroyable. Elles ont de la chance de t'avoir. J'ai de la chance que tu me laisses les approcher. Elles méritent un père, dit doucement Maya. Même un qui s'est montré en retard. » Zoé et Lila étaient déjà dans la voiture de Maya, observant leurs parents parler. Lila dessina la scène, deux personnes debout sous les lumières du parking, l'espace entre elles rempli d'une complexité tacite. « Tu crois qu'ils vont se remettre ensemble » demanda Zoé à sa jumelle. « Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas » Lila continua de dessiner. « Mais ils trouvent une solution. C'est ça qui compte. » Maya et Ethan se séparèrent par de brefs au revoir, conduisant dans des directions opposées, vers des maisons séparées. Mais quelque chose avait changé ce soir-là. Un glissement fondamental dans la façon dont ils existaient l'un par rapport à l'autre. À la maison, Maya aborda Zoé et Lila, et écouta leurs réflexions sur la soirée. « Papa était plutôt cool ce soir » admit Zoé à contre-cœur. « En te défendant comme ça. »« Il a été correct » convint Maya. « Tu penses que tu lui pardonneras un jour » demanda Lila, ses yeux perspicaces scrutant le visage de Maya. Maya réfléchit honnêtement à la question. « Je ne sais pas. Mais je crois que j'apprends à vivre avec ce qui s'est passé sans laisser cela tout définir. C'est peut-être suffisant. » Suffisant pourquoi ? Pour que nous puissions avancer. Nous tous. Les filles acceptèrent cela, glissant vers le sommeil. Maya resta assise entre leurs lits, les regardant respirer. Ces êtres humains miraculeux qu'elle avait créés, élevés et protégés. Dans son pantouse, Ethan se tenait à la fenêtre, surplombant la ville, pensant à la famille et aux nombreuses formes qu'elle pouvait prendre. Pensant à deux filles qui le laissaient entrer lentement, et à une femme qui ne le ferait probablement jamais. Pensant à la façon dont le fait de se montrer, jour après jour, pourrait finir par ressembler à une forme de rédemption. Son téléphone vibra. Un message de Maya. « Merci pour ce soir. Pour nous avoir défendus. C'était important. » Ethan fixa le message. Tapa et effaça plusieurs réponses. Il se décida finalement pour « toujours ». À partir de maintenant, toujours. Il ne savait pas si Maya le croyait. Ne savait pas si le temps prouverait qu'il était digne de la confiance que Zoé et Lila lui accordaient. Ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Mais il savait qu'il serait là pour le découvrir. À travers les débats et les expositions d'art, à travers les conflits et les célébrations. À travers la réalité désordonnée et compliquée d'être les parents de deux filles extraordinaires. Il faudrait que cela suffise. Et peut-être, un jour, ce le serait.